Émission 956. Cette semaine, The Backrooms. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, le mystérieux automne. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Mystérieux Étonnant, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Même les chants, même les pièces arrière. Ouh! Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres explorent les couloirs entre les réalités. Quelque chose de même. Oh, ouais, quelque oui. chose. Il est tanné de nos clippés dans le réel. Antoine Pontbriand est avec nous. Salut Antoine. Et je suis tellement pas dans le réel, je suis en vacances, moi. Ce qui est vraiment pas la réalité. Non, c'est pas la réalité, mais c'est une réalité que je préfère. Oui. Tu sais, c'est plate à dire, mais si je pouvais... Pas travailler. Beaucoup de gens disent ça. J'en fais partie. Ma copine est enseignante aussi, et elle a une collègue de travail qui est comme en arrêt de travail depuis genre 5 ou 6 ans. Puis elle poste sur Facebook des photos de voyage, puis des affaires sans jugement. Elle est en vacances depuis 5 ou 6 ans? Ben, pas en vacances, elle est en arrêt de travail pour des raisons de santé. Okay. Sauf que, tu sais, elle poste des photos de voyage, puis elle a récemment posté un statut qui disait « Moi, j'ai besoin de 6 mois de vacances 2 fois par année. » C'est un peu compromettant comme façon de s'exprimer sur les médias sociaux. C'est pas nécessaire, hein? Je veux pas présumer qu'il y a de la mauvaise foi là-dedans. Non, mais c'est un peu épais, par contre. Ouais, c'est ça. Hey, pour les gens à la maison, peut-être que le son est différent. Peut-être, en fait, pour les gens qui nous écoutent live, c'est sûr que le visuel est différent. Ben oui, on est où, là? Là, on est dans les backrooms. On est dans les backrooms de mon ancien appart parce que j'ai finalement déménagé il y a quoi, maintenant? Une semaine, peut-être? Ouais, à peu près. Une semaine et une journée. Ça s'est bien fait. Il y a bien des gens qui sont venus m'aider aussi. Toi, d'ailleurs, tu m'as aidé à installer des pôles, des rideaux pour mon intimité ici à la maison. Mais ouais, ça s'est fait super rapidement. Si vous n'avez pas écouté le show depuis un bout de temps, ça faisait 6 ans que j'étais dans cet appart-là. C'est un appart que j'ai emménagé auparavant, en plein milieu de la pandémie. Je voulais être tout seul. J'ai été très, très, très tout seul dans cet appart-là. Puis il s'est passé plein d'affaires. Là. Puis jusqu'à récemment, il y avait encore des problèmes. Puis j'ai eu une opportunité vraiment, un hasard. Il y a une de mes amies qui habite à côté, qui a vu cet appart-ci dans lequel j'habite en ce moment, affiché sur un groupe de ruelles. Puis j'ai réussi à négocier avec mon propriétaire, pas actuel mais l'ancien. Puis ça s'est décidé, ça s'est fait tout au complet en 3 semaines. Je déménage dans plus petit, c'est différent, mais je pense qu'au niveau de qualité de vie, ça va grandement améliorer celle-ci. Notamment, il n'y aura pas de voisine que vous allez entendre dans les micros, ma petite voisine de 3 ans. Hey, on ne le sait pas, elle est en vacances. Peut-être. Mon voisin de palier est en vacances, mais il n'y a pas d'enfant. Puis on peut pas vraiment habiter à 2 dans ces apparts-là, quoique... Ben, ça peut... ça se fait, mais ouais. on se marche un peu sur les pieds. Pas des colocs, mais un couple. Un couple, facilement. Donc, ouais, c'est ça, j'ai déménagé. Fait que visuellement parlant, les gens qui suivent le stream en live, le setup actuel sera différent dans les prochaines semaines. Parce qu'éventuellement, mon intention, c'est de vous positionner sur le sofa. Yeah. Parce que tu sais pas, Antoine, c'est que nous positionner sur le sofa. Oui, ça va devenir le backroom des mystérieux... Le backroom casting couch des mystérieux étonnants. La conversation va être surtout sur l'anal maintenant. Prépare-toi. À quoi je me sens embarqué, là? Éventuellement, ça va changer. Puis donc, ouais, c'est même pas un divan à cuir. Non, ben là, il faut pas se faire poursuivre non plus. J'aime que tu connais ton backroom casting couch. Ben, c'est parce que je pense qu'il y a une raison hygiénique. Pourquoi c'est en cuir, là? Là, ça absorbe les fluides, ton affaire. Oui, c'est vrai. Tu vois, le Patreon va servir à ça. On va trouver quelqu'un qui va faire... T'as bien fait un bon rire gras. Un revêtement de cuir éventuellement, là, une couverture. Ben c'est ça. Fait que visuellement c'est différent. Éventuellement on va avoir un setup différent pour les lives. Pour l'audio, j'espère que c'est relativement similaire. Je pense que oui, de ce que j'entends. De toute façon, je vous dis toujours, je préfère que les gens consomment le show de manière auditive. Hein? C'est surtout ça. J'aime bien l'intimité que l'audio nous donne. Les streams en ligne, les lundis, c'est un petit plus. Oui. C'est pas comme ça que je veux que les gens nécessairement consomment le show. Mais je sais qu'il y a des gens que c'est comme ça qui préfèrent. Fait que c'est pour vous. C'est-tu archivé à jamais, ça? Ou ça délite après un bout de temps? Oui et non. Sur YouTube, pour l'instant, oui. Okay. Twitch a changé ses conditions d'utilisation il y a quelques années de ça. Donc, techniquement, il faudrait que je sois constamment dans les archives en train de supprimer du stock pour pouvoir garder les plus récents. Et aussi, Facebook a fait un peu la même chose en même temps. Ouais. Donc, ça fait à peu près 2 ans que c'est comme ça. Donc, je sais que des fois, il y a des gens qui vont sur Twitch pour le consommer par la suite.
Mais bon, moi, c'est l'audio que je préfère. Puis toi, quand tu regardes les commentaires en live, c'est-tu les commentaires de toutes les plateformes? Avec le système que j'utilise, c'est agrégé de toutes les plateformes sur lesquelles on est diffusé en direct. C'est nice. Fait que c'est vraiment cool. C'est pas la meilleure des plateformes en termes de plateformes de diffusion. Là. Il y a des plateformes qui offrent plus de fonctionnalités, d'options, puis tout ça. Mais pour nos besoins, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on a besoin. Fait que c'est ça, on est de retour. J'ai comme l'impression que ça fait super longtemps qu'on a fait un show. La dernière fois, c'était quoi qu'on avait parlé? On avait parlé d'un autre film. Ah, Supergirl. Supergirl. C'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Puis après, ça a été mon entrevue avec Lynn Boutillette. Puis, ou non, avant ça, pardon. Oui. Après, c'était... Supergirl. Oui, puis après, tu as fait une entrevue avec... il y avait Nicolas... Nicolas Archambault du Festival Fantasia. Puis Jérémy Larouche pour son Bat Show. C'est ça. C'était vraiment très cool comme épisode. Mais ça fait déjà comme un petit bout. Je l'avais enregistré avant de déménager. Fait que mise à jour, là-dessus aussi, ça confirme qu'éventuellement, il va y avoir du stock sur le Patreon, ce qui n'était pas été le cas pendant plusieurs semaines. Ça a été compliqué. Mais maintenant que je peux enregistrer à nouveau, ça va se refaire. Yes. Puis là, c'est sûr qu'Astérix Obélix, qui fait partie des cycles de Bifurcation, le podcast exclusif des Mystérieux, ça va revenir, mais il va falloir qu'on fasse... une bifurcation de films. Ouais. Mais j'ai pensé à ça, tu sais, parce que je comprends que, Rémi est rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu, je sais pas à quel point il va vouloir participer, mais... il m'a dit, il nous a dit qu'il voulait vraiment participer puis que ça allait comme un peu le sortir. Il va pas venir à Montréal, mais il va le faire à distance. En distance. Fait que je pensais faire de quoi d'un peu plus léger, peut-être des Wet Hot American Summers ou des films, tu sais, folichons américains d'été, ça pourrait être cool, certain. Mais là, l'été... Non, il achève pas. L'été, il commence. Mon été est tellement comme scindé en deux, j'en ai vraiment pas profité. Moi, c'est que dans 2 semaines, je vais être en voyage en Écosse. Fait que je serai pas là. Fait que la prochaine fois que moi je vais revenir, c'est dans 1 mois, dans le fond. Ça fait que t'es en septembre, fin août-septembre. Fin août. Mais ou sinon, à moins que tu repasses à 1 semaine on verra. On va trouver, là. On va trouver, mais je serai de retour éventuellement. Excellent. Bon, écoute, justement, en parlant d'éventuellement, on est dans les 28... On est là, on est dans le présent. Vas-y donc avec tes nouvelles. On n'a pas beaucoup de nouvelles. L'été, c'est comme un peu léger. Hein? Non. Tu voulais parler d'une update sur le site web, j'ai noté. Oui, merci. Je voulais en parler tantôt, mais c'est correct. Okay. Notre webmess, Éric Maziane, qui était avec nous depuis plusieurs années, a mis à jour le site Internet, puis il s'est arrangé pour que tout soit kosher. Donc, corriger les bugs que je pense pas que les utilisateurs voyaient de leur côté, mais pour le bon fonctionnement du site et que ça soit cachère, il s'en est occupé. Et il y a aussi scindé les archives, parce qu'on a tellement d'épisodes qu'on peut pas tout mettre ça sur un fil RSS. Donc, il y a le fil RSS principal, celui qui est connecté à iTunes, Apple Podcasts, YouTube Music, toutes les différentes plateformes Spotify de balado. Puis ça, ce fil RSS-là se met à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau épisode qui est mis en ligne. Mais ça veut dire que dans l'archive comme tel, il y a un épisode qui est retiré et qui ne peut être que consulté sur le site Internet. Donc, les archives au complet des Mystérieux Étonnants sont accessibles, mais pas à même vos lecteurs de balado, parce que le fil RSS en retire un à chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive. C'est clair, ce bout-là? Oui. Fait que là, il y en a tellement d'autres d'épisodes qu'il a fait des archives RSS directement sur le site. Vous avez 2 archives supplémentaires. Donc, si manuellement, vous voulez vous inscrire à ces fils RSS-là, il y a 2 archives supplémentaires. Donc, vous allez pouvoir aller fouiller là-dedans sans avoir à aller manuellement télécharger vos épisodes puis les transférer. Vous pourrez le faire directement. Il faut juste le faire ça manuellement parce qu'on ne pourra pas, à vivam aeternam, rajouter des RSS directement sur les plateformes. C'est un petit peu confondant. Là. Le premier RSS, c'est quoi versus le deuxième. Puis... Fait que, bon, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez encore le faire manuellement sur le site Internet. Il n'y a pas de problème. Vous allez dans la section des balados, choisissez votre podcast, les Mystérieux Étonnants. Les archives au complet sont là. Mais sachez que dans chacune des fiches des épisodes, il y a aussi des options pour 2 archives. Donc, c'est là en RSS, si ça vous tente. Fait que c'est ça l'annonce. Merci à Eric qui fait ça gracieusement. Puis c'est grâce à lui qu'on reste, entre autres, en ligne, parce que ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de gestion. Puis ça, ce bout-là, je l'ai pas. Je peux gosser des trucs d'un salon pour de l'audio, mais faire du code, puis vérifier que tout est au code là, pour... non, ça marche pas. Là. Je pense que c'est vraiment important de garder un site.com puis de pas juste rester sur les plateformes de bullshit, comme tu dis. Comme les plateformes. Parce qu'après, on est malheureusement à la merci. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de services qui offrent encore de l'infolettre. Parce que l'infolettre est une manière de garder un lien avec votre audience. Ça revient, les infolettres. Absolument. Oui. Donc, éventuellement, j'aimerais bien ça aussi en lancer une si c'est pour être automatisé. Le site Internet aussi, j'aimerais ça le modifier parce que j'ai tout le temps une petite honte d'envoyer les gens dessus. Je trouve pas que ça reflète le sérieux puis la longévité du projet.
y a de quoi qui est très bubblegum dans l'apparence du site que j'aime moins. Ouais. Fait qu'éventuellement, j'aimerais bien ça, trouver une manière de le modifier. Je suis graphiste moi-même, il faudrait juste que je trouve le temps de faire de quoi. Là. As-tu entendu parler de Squarespace? Oui, j'ai entendu de Squarespace. D'ailleurs, c'est très bon. Oui, ben... non, on n'a même pas... Non, on n'a pas de commanditaire. On va pas plugger des compagnies qui nous payent pas. Là. Non. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup ça faire partie de Man-Made. Ah oui? vos boxers me tentent beaucoup. Ils sont juste pas mal chers. Oui, j'en ai parlé. Oui, ça en a parlé, c'est ça, t'en as. Fait que peut-être qu'éventuellement, ça va aller à leurs oreilles. Je serais très, très down de vous plugger pour une paire de boxers. D'ailleurs, il y a une compagnie qui m'a contacté la semaine dernière. Ils voulaient nous coacher. Hein? Du petit coaching, c'est pratique. Hein? Ouais. Du coaching pour avoir des appartements. Non, ils voulaient nous coacher pour mettre du contenu sponsorisé en ligne. Puis j'ai dit ça m'intéresse pas. Ben, t'en as pas? Non, mais c'est ça qui voulait nous pousser les affaires, que ça soit comme un peu comme seamless. Puis, ça me tente pas, man. Mais il y en a des créateurs de contenu qui font bien ça. Oui. Je pense à celui qui fait Internet Comment Etiquette sur YouTube. C'est des vidéos humoristiques où il répond à des gens sur Internet, mais de manière très absurde et humoristique. Puis il réussit. Ses publicités sont quasiment meilleures que ses vidéos. Ouais. Il met vraiment beaucoup d'efforts puis d'intention derrière ça. Même si... Ça donne l'impression que les produits sont bons, mais finalement, j'ai comme l'impression que c'est toute de la merde. Il y a des chances. Ouais. En tout cas, je me tente pas. J'ai déjà des obligations de travail. Ça me tente pas de rentrer ça dans mon hobby. Fait que ça va. Non, c'est correct. Ça va. Ben là, j'ai des vraies nouvelles. Oui. Des petites nouvelles. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de une histoire qui impliquait un collectionneur de Lego et la compagnie Bricks and Minifigs. Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. T'as tout décliné ça, t'as tout expliqué ça. C'était une grosse saga qui allait vraiment loin. Il y a des gens qui ont été mis... il n'y a pas eu un mandat d'arrestation sur des gens qui s'en sont mêlés. Puis pas les responsables, on parle de gens qui ont essayé de vouloir régler la situation. Exactement, le YouTuber Reckless Ben. Puis là, il y a une update. C'est pas fini encore, mais il y a une update. Parce que là, pendant qu'il était... là, je vais pas tout résumer, mais en gros, si je résume très rapidement, il y avait un propriétaire d'une énorme collection de Lego de Star Wars estimée à environ 200 000 $ qui avait laissé en consignement dans un magasin de la franchise Bricks and Minifigs sa collection. Ça veut dire que la collection lui appartient tant qu'elle n'est pas vendue par le magasin. Là, le magasin la franchise a fermé, ils ont changé ça a été rapatrié par le head office et il a perdu sa collection. Puis le head office refusait de lui remettre sa collection ou la valeur de sa collection. Parce qu'il disait que ça avait été souligné sous l'ancien propriétaire. Donc, c'est de la bullshit, là. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos, puis ça tourne un peu en rond. Là. L'argumentaire tourne pas mal en rond, puis ça revient au fait que on les a pas. Ah oui, on les a, mais c'est plus à vous. Puis on sait pas de quoi vous parlez. Puis là, en tout cas, ça retourne tout le temps. Puis là, aux dernières nouvelles, quand j'en avais parlé, le YouTuber Reckless Ben était... au Mexique? Il était au Mexique parce qu'il voulait se sauver d'un mandat d'arrestation. fait que là, après, il est allé en procès, puis il pouvait pas en parler parce que, dans le fond, il y a eu une injonction contre le fait qu'il fasse des vidéos YouTube parce que c'est une poursuite en diffamation contre la compagnie Bricks and Minifigs. Je comprends parce que là, leur image est très ternie par tout ce qui s'est passé, là, peu importe c'est qui a raison. Fait qu'ils voulaient plus que Ben publie des vidéos qui mentionnent le nom de la compagnie parce que là, ça allait comme ajouter à la diffamation. Puis, en tout cas, là, finalement, ça c'est tombé. Fait que là, il peut parler de ce qui s'est passé. Puis en gros, dans le dernier vidéo, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais on a des extraits audio du procès. Est-ce qu'il est de retour aux États-Unis? Pas clair. Non, il est encore au Mexique. Wow. Ouais. Fait que là, dans le fond, le procès est en cours. La justice semble pas pencher de son côté parce qu'il est accusé de diffamation, de harcèlement, de stalking. Je t'avouerais que quand tu expliqué le dossier la dernière fois, autant que je trouvais que Bricks and Minifigs étaient des enfants de chienne, je trouvais que son comportement à lui frôlait l'harcèlement. Oui.
En fait, non, ça frôlait pas, c'était de l'harcèlement. C'est du harcèlement, mais c'est ça le problème avec son approche à Reckless Ben, c'est que... Il est reckless. Il est reckless. Extreme! Oui, tu sais, c'est un gars qui fait aussi genre du urban exploration, puis il fait comme il escalade des tours, là. Oui. Fait que là, tu sais, son genre dernier... de gars-là. Ouais, c'est ça, tu sais, un junkie d'adrénaline. Puis il gosse. Il est vraiment gossant, puis il est fatigant, puis il est très, très immature et enfantin dans son approche. Ouais. C'est comme si des narcissiques finissaient par avoir une audience sur YouTube. Tu me l'apprends, c'est quel phénomène étrange et sûrement unique. Mais ça joue contre lui, malheureusement. Ben oui, c'est parce ça. que là, tout le monde est comme, hey, je pense que, tu sais, ils sont comme, hey, je pense que Ben a raison, sauf que il gosse tellement, on veut pas y donner raison, tu sais. Fait qu'il s'y prend aussi de manière parfois illégale, ou pas illégale, mais tu sais, borderline illégale pour arriver à ses fins. Ouais. Puis c'est pas, tu peux pas utiliser tu sais, tu peux pas commettre un crime pour régler un autre crime de quelqu'un d'autre, là, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, les poursuites en diffamation puis en harcèlement puis en stalking sont peut-être fondées, là, tu sais. Mais bon, fait que c'est ça, le fardeau de la preuve est pas vraiment très pertinent dans ce cas-là parce qu'il semble avoir toutes les preuves vidéo, tous les documents officiels qui mettent en cause Bricks and Minifigs contre eux. Sauf que ça vaut rien parce que c'est comme ça devient une espèce de sa parole contre celle des autres. Puis, fait qu'on n'a pas tant d'updates, sauf que c'est pas encore réglé. Puis là, il va continuer à faire des updates vidéo. Puis on va voir ce qui se passe. Okay. Mais tu sais, je pense que l'Internet au complet est du bord du collectionneur de Lego, mais est-ce que le système de justice américain sera juste? Ah, ça serait bien la première fois qu'on l'échappe à ce niveau-là. C'est ça. Excellent. Mais merci. Tu te souviens-tu d'épisode durant lequel on en a parlé initialement? C'était un épisode... C'était pas le dernier, fait que c'était l'autre d'avant, fait que ça doit faire deux... Ben, tu sais... Genre 2 fois 954 à peu près. Ouais, genre, tu sais, 2 fois 2 semaines. Là, la fois où on a parlé peut-être de Disclosure Day. Là. Ah oui, je pense que c'est cette fois-là. Ouais. Allez jeter un coup d'œil. C'était vraiment un bon dossier. Merci. Oui, puis allez regarder les vidéos de Reckless Ben. Il y a toutes sortes de dossiers qui mènent aussi. Là, je suis tombé dans ces autres vidéos, dont celui où il investigue le Mekami Manor, là, l'espèce de maison hantée où les gens se font juste waterboarder puis torturer. Ah oui, on avait parlé de ce phénomène-là. C'est fucké cette affaire-là. Je prends le temps de saluer Anthony Hamelin, anciennement des films dans le cabanon. On a parlé de ça, toi puis moi, la semaine passée, il me semble, les films dans le cabanon, parce qu'il avait été mentionné dans l'épisode des Simpsons. Exactement, c'est ça. Puis c'était quand on posait ma pôle de rideau, justement ici. Puis ce matin, il m'a envoyé un message parce qu'il disait « Hey, c'est quoi le vidéo dont vous avez parlé, le YouTuber qui... parle du schlock à outrance fait sur les plateformes numériques style Netflix et compagnie, les Netflix movies à profusion. Oui. Puis lui, il pensait que c'était sur les Hallmark Channel, ce genre de truc où on fait des films de Noël à la pelletée. Non, c'est vraiment comme une série sur les productions de millions de dollars qui trouvent finalement une audience. Qui trouvent pas d'audience en fait, mais qui ont continué à en faire. Fait que je rappelle le nom du YouTuber parce que peut-être que je l'ai pas dit assez. Il s'appelle Patrick Whalen, un excellent YouTuber qui fait des critiques sur le cinéma. Puis c'est un gars qui est tout le temps féru dans le cinéma plus populaire que considéré culte ou eyebrows. Je l'aime énormément. C'est le genre de créateur de contenu que j'aime beaucoup. C'est aussi un des cofondateurs de la plateforme Nebula, qui est un genre de YouTube, mais pour des créateurs très, très, très spécifiques. Et je pense que c'est plus permissif au niveau de l'utilisation de peut-être d'images et autres, et l'entièreté ou une bonne partie en fait des fonds amassés avec Nebula est remis aux créateurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec YouTube, parce que YouTube se prend aussi une coche. Est-ce que tu suis des gens sur Nebula? Non, parce qu'il faut être abonné. C'est ça. Puis je suis déjà abonné à toutes. Fait que, je suis... Il y a une créatrice de contenu sur YouTube que j'aimais beaucoup qui s'appelle Lindsay Ellis. Je pense que ça en avait déjà parlé. Anciennement, la Nostalgia Chick dans le temps de That Guy with the Glasses. En tout cas, mais elle fait des vidéos de très bonne qualité, puis elle est passée à Nebula, puis j'ai comme pas fait le saut parce que c'est comme, tu sais, je sais pas, là, c'est comme 5-6$ par mois juste pour une créatrice. Une créatrice, mais tu peux pas regarder les autres créateurs aussi en parallèle? Non, je pense que tu t'abonnes au créateur. Oui, c'est comme Patreon, genre. OK. Je pensais que c'était un forfait pour l'ensemble. Sais-tu, peut-être que je me trompe. Je pense que c'est peut-être un forfait pour l'ensemble. T'as raison. L'ensemble. Ben, je veux... mais cool. Fait que Nebula, c'est... Fait que c'est Patrick H. Willem, je pense. Patrick H. Willem, puis c'est un excellent créateur de contenu. Je l'aime beaucoup. De cinéma. En fait, c'est drôle parce que quand je le regarde,
Il me fait penser à toi, puis il me fait penser à Rémi. Okay. Tu sais, vous êtes des férus de cinéma, puis vous connaissez plein d'affaires, puis des fois, le 3/4 du temps, je fais semblant de comprendre ce que vous me dites. Mais en même temps, vous n'êtes pas des annales du genre après Romer, c'était de la merde. Tu sais, vous êtes accessible. Il s'est pas fait un bon film depuis Fantomas. Exactement. Fait que c'est un super de mon créateur. Puis salut Anthony, je savais même pas qu'il nous écoutait de façon régulière. Fait que je suis vraiment content. J'aimais beaucoup les films dans le cabanon. C'était une très bonne série. Puis quelle consécration d'être mentionné dans les Simpsons. C'est incroyable. Je suis jaloux. Moi, une petite nouvelle qui va toucher le milieu de l'édition américaine. Quand même, ça touche un des grands majors américains du comics. On parle ici de Image Comics. C'est une nouvelle qui a été rapportée en exclusivité par THR, The Hollywood Reporter, qui est une publication que j'aime beaucoup, assez sérieuse, mais qui depuis quelques années font dans la culture populaire, notamment le comic book. Et c'est eux qui ont mentionné la nouvelle en premier. Marvel Comics, qui est à New York, qui ont leur bureau à New York depuis 90 ans. En fait, le comic book américain, on dit qu'il est né à New York. C'était sur la East Coast. On avait DC dans le temps. On avait aussi Marvel Comics. Je dis on avait parce que Marvel Comics, d'ici juillet l'année prochaine, ils vont faire le saut à LA, donc ils vont passer de New York à Burbank. Oh. C'est un move corporatif, là, on s'entend. Marvel Studios, qui appartient à Disney, est déjà en Californie. Donc, ils veulent rapatrier la maison des idées. C'est comme ça qu'on appelle Marvel Comics. Attention, quand Notorious B.I.G. est allé en Californie pour visiter Tupac, ben, qu'est-ce qui est arrivé à Tupac aussi? Ben, c'est ça. Puis ça serait P. Diddy qui est derrière tout ça, selon le documentaire Netflix. Fait que, ce documentaire-là est un peu louche, quoique le personnage me terrifie totalement. Ben oui. Quel être dégueulasse. Pas très bon chanteur non plus. Mais c'est pas pour ça qu'on amène, j'ose espérer, Marvel Comics à Burbank. C'est pour faire les fameux mots de synergie. Là, on veut rapprocher l'édition proche des autres filiales de l'entreprise, donc la télévision, bien sûr le cinéma avec Marvel Studios. Donc, il y a une centaine d'employés qui ont eu une annonce la semaine passée, donc il fallait qu'ils se relocalisent. Il y avait jusqu'au juillet prochain. La compagnie dit qu'ils vont les aider, donc j'espère qu'ils vont payer pour le déménagement, parce qu'imagine, moi, ça m'a coûté pas si cher que ça, mais j'ai déménagé sur l'île de Montréal. Déménager ton stock d'un bout à l'autre du pays, ça doit coûter une fortune. Mais aux États-Unis, ils ont vraiment plus une culture de vie à multi-États. Tu sais, comme ma famille est au Tennessee, donc, ma 200 piastres, ça pour aller prendre un avion. Ben, c'est ça, les avions, il y a vraiment plus d'avions, mais tu sais, de passer d'une côte à l'autre, il faut vraiment vouloir. Mais trouver une maison aussi là-bas, là, ça doit pas être évident. Vas-tu aller chercher Laurent Boutin? Je vais aller chercher Laurent Boutin. Fait que je vais terminer la nouvelle pendant que tu vas chercher Laurent Boutin. Laurent Boutin va avoir ses clés prochainement, je vous rassure, mais là, je viens d'arriver, fait que c'était pas le temps. Donc, ce changement-là qui a été annoncé, déménagement encore une fois de Marvel Comics vers Burbank, a été suivi d'autres changements au niveau corporatif. On a Steven Wacker, qui est un vétéran d'édition du comic book, qui travaillait entre autres pour Marvel au niveau de l'animation, va devenir éditeur en chef de Marvel Comics, et celui qui était éditeur en chef de Marvel Comics, Sebi Cebulski, qui était là depuis longtemps, va laisser sa place pour aller au Japon pour développer des propriétés intellectuelles de Marvel, notamment au niveau du manga. Donc, c'est un nouveau marché qu'on essaie de développer. Et bien sûr, le manga est excessivement populaire auprès des jeunes ici aux États-Unis. Donc, j'imagine des traductions éventuellement qui feront le saut du côté d'Amérique du Nord. Il va devenir le gars en charge de ce qu'on appelle les Asian Originals. Là, je reviens à la thématique de Casting Couch de tantôt. Là, c'est pas la même catégorie. Mais on va accueillir notre ami Laurent Boutin qui est là. Fait que c'est mon casting couch? Juste ici. Il est là, ton casting couch, mon homme. Juste en arrière. T'aimes-tu ça, toi? On s'en parle tantôt. Fait que c'est ça. Ça commencerait, si je peux me permettre. C'est comme ça que ça va finir, en tout cas. OK. Fait que en 2015, il y avait DC qui a fait le même saut. Il était parti de New York pour passer à la Californie. Donc, ils suivent. Je trouve ça un peu triste quand même. Il y a de quoi de romantique avec l'idée de New York puis des maisons d'édition. Puis... Est-ce qu'on en déduit que la priorité de Marvel a shifté des bandes dessinées au film maintenant? Oui et non. C'est ce qui est plate, puis ça a été un peu le cas du côté de Warner Brothers. Puis DC, c'est que les comics deviennent comme une espèce de territoire d'exploitation et de créatif pour éventuellement être adaptés en d'autres contenus. Mais l'édition a continué d'exister. Là, ils n'ont pas arrêté de publier des comic books. Mais il y a toujours ce danger-là que quand tu peut-être essayé de ramener ça, de rapatrier ça dans une structure qui est plus large, la télé puis le cinéma, c'est pas la même chose que l'édition de comic book. C'est pas vrai. Donc, il faut qu'on traite ça quand même comme des marchés indépendants. Ils ont peut-être des vases communicants, mais
qui doivent rester faire leur propre affaire. Là. Je vois pas très bien publier un comic book de Marvel pour en faire une série absolument. C'est là où ça vient un peu blurry, mais tu sais, regarde. C'est une question de temps avant que ça se passe. Salut Laurent. Salut. Allô? Première fois que tu arrives ici, que tu viens ici, toi. Ouais. C'est beau? Ben, c'est beau. Oui. C'est beau. Tu vois comme ça pue pas? Oui, c'est vrai. Ça sent bien, hein? Ben, encore. Là. As-tu vu le plancher, check? Y a pas de marque. Ah. Tu sais, dans le coin là-bas, y a pas de souris. Ouais, mais les marques, tu les as faites en déménageant, en sortant. Donc Y a là, personne, je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a personne qui crie en plus. Pas pour l'instant, mais une fois sur le casting couch. Il y a Oh, juste des pareil. enfants. Si bol. Fait que c'est ça. Vas-y donc, Laurent, on était à toi. Ouais. OK. Le setup va être différent la semaine prochaine. là. C'est pour ça qu'on est ici, là, mais j'avais pas le temps d'acheter des pins. Ben non, mais Après, tu on viens va être d'arriver, sur là. le divan. Oui, c'est ça, on va être sur le Ouais, divan. c'est ça. Avec caméra en POV. Ouais. Je vais vous parler d'un film que j'ai regardé. Yes. Ah oui, vas-y donc. C'est Fantasia qui est commencé. Hein? Oui. Oui, Pas j'étais de ça allé que je hier. parle. J'étais allé hier, moi. T'étais où? T'étais pas allé hier? Non, je sais pas là. La soirée VHS de Marc Lamotte avec notre ami Simon Chenier ouais. qui a fait un beau montage pour l'occasion, je hommage savais au même VHS. pas. C'était vraiment cool. Gratuit. Personne me dit jamais rien. Ben, comme je d'habitude. m'attendais à te voir, toi qui es dans tous les événements. Ben, ça fait longtemps que t'es pas allé dans un événement parce que Non, c'est vrai que t'aurais ça vu fait longtemps. que je suis pas là. Ben, je l'ai vu hier. Voilà. Je vais vous parler d'un film de 1996 Oh, qui n'a pas joué à Fantasia. qui a pas joué à Fantasia, en tout cas pas cette année. Spawn. 97, non, c'est plus niche que Spawn. Ça s'appelle Project Grizzly. Oh. C'est un documentaire Oui. de l'ONF. Oui. Oh. Donc, on peut le regarder gratuitement Sur le site de l'ONF. mais il est aussi sur Tubi. OK. Ben, pourquoi pas? Fait que si vous voulez le regarder avec des pubs, vous Ouais, pouvez. vous pouvez, mais Amateur de pub. voilà, si jamais c'est ça que vous voulez faire. C'est un documentaire sur un gars qui s'appelait Troy Urtubise. Qui, en gros, dans sa jeunesse, a fait un face-à-face avec un grizzly. Ouais, ça pardonne pas, hein? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que le grizzly ne l'a pas tué. Oh. Hi, ça surprend, par exemple. Puis là, lui, il en revient pas. Puis il est comme, c'est malade, je veux revoir des grizzlies de proche. En gros. Il a pas compris, Fait finalement. que, non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il se gosse, ça fait... Là, le documentaire suit ça fait des années qu'il se gosse un suit anti-grizzly. Anti-grizzly. Ouais. C'est Fait quoi un saut anti-grizzly? Ben, c'est un genre... Écoute, visuellement, ça ressemble un peu à... Je sais pas si tu te rappelles des sauts de robots dans Flight of the Conchords. Si je m'en mettons. souviens. Ah. Oui. Mais c'est comme fait un genre... T'as une remanchure de titane, de trucs de plastique, de masques de soudure. OK. Puis là, c'est lui qu'on voit avec ses chums en train de tester son... Ah oui, il veut être manchouillé. Non, mais il veut s'approcher vraiment proche, mais pas être manchouillé. Fait qu'en gros, c'est comme... Ça devient comme... Tu suis un gars qui est un peu crackpot, qui parle des ours, puis de sa rencontre avec des ours géants, tueurs d'hommes, puis il rêve de leur faire. Mais en même temps, c'est un peu comme un jackass, parce qu'il teste son saut qui fait qu'il se pitch des... Genre, il est comme... OK, dropper ce petit de gros bio de bois sur moi. Mais il est comme... Bah! Là, il tombe à renverse, puis il est comme... C'est bon, je suis pas mort, ça marche. C'est d'épée. Ah boy. Oui, mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment... C'est Je pense que je vais garder le podcast, moi, de mon côté. Oui, mais écoute, je suis ravi que des gens fassent ça à Ben ma oui. place. Ah oui. Ceci dit, mais c'est fait que vraiment, c'est un film de 1h15 sur un gars qui fait ça, puis qui se mange des volets, puis qui se fait tirer pour- du gun dessus par ses chums. Pourquoi t'as écouté Pour un être film sûr. qui est sorti il y a 30 ans de ça? Parce que 96, c'était il y a 30 Ah ans. non, de ça. non, faut Non. pas dire ça. Mais pourquoi pas? Non, Y a je pas suis juste curieux. Parce que je suis 30 souvent ans. déçu des films de De 2026. 2026. ouais. Fait que je Ça manque des cherche, grizzlies. je cherche des affaires dans Mais les ça me films. rappelle, t'as-tu vu le film, avez-vous vu le film Grizzly Man de Werner Herzog? Non, j'en ai entendu parler, puis j'ai juste vu l'extrait où il écoute ou regarde Ouais, il le bout où écoute. il se fait manger, Ouais. puis il dit à la mère de la victime, Genre, écoute jamais ça. ouais. C'est ben, Ah ouais. c'est un documentaire sur un homme qui est obsédé par les ours. Mais tu sais, c'est comme un homme qui a eu des problèmes dans sa vie, des problèmes de consommation, de toutes sortes d'affaires. Puis là, ben, sa nouvelle affaire, c'est les ours. Puis là, Ok. ben, il est vraiment, vraiment intense quand il parle des ours. Puis le documentaire, c'est juste comme un montage de vidéos qu'il a lui-même tourné parce qu'il voulait faire une émission de télé sur les ours où est-ce qu'il vivait avec eux.
Puis, tu sais, là, ben... je comprends. Ça a été fait posthume parce que... devinez comment il est mort. Mais... il n'y avait pas le saut du projet. Écoute, Grizzly, ça a l'air de n'importe quoi, mais j'ai lu tantôt que, genre, 2 ans après le film, le gars, il a gagné comme un prix Nobel d'ingénierie, de safety, genre, à cause de son saut, qui finalement, là, spoiler alert, comme, ils s'en vont dans les rocheuses parce qu'ils sont comme, OK, il y a eu des ours, il y a eu des nouvelles, puis tout. Puis là, eux, tu sais, tout le monde est comme évacué la zone, il y a des grizzlies, c'est leur territoire. Puis là, eux sont comme... Non, I'm good. On y va, genre. Sauf que, c'est comme, son saut qui est tellement pesant, puis le terrain, il est comme... Il est pas... Il est accidenté, puis il arrive pas, genre... Fait qu'il est mort comment? Il est pas mort par un... Non, écoute, j'ai lu qu'il était mort dans un accident de char. Ah, mon Dieu! OK. Je sais pas. Portait pas son saut. Il portait pas son saut. Mon Dieu. Ça a pas l'air d'être quelque chose avec lequel tu peux conduire vraiment. Mais bref, ceci est absolument fascinant. Wow! Puis je recommande chaudement. 10 sur 10. 10 sur 10, je recommande si vous aimez... Rappelle le titre, s'il te plaît. Project Grizzly. Merci, Laurent. Très Grizzly qui parle des grizzlies, toi, chose. Moi, je serais le Tiger King des ours. Oui, comme je te vois très bien. Là, tu vas porter une belle petite casquette en léopard, puis tu vas avoir une boucle d'oreille dans... Check-les, lui. Il veut juste... Il veut juste s'amuser. Il veut juste s'amuser. Hein? Hop, là, c'est une numéro de passe. Je te vois très bien faire ça. Attention, Calem, ça va être le futur. Écoute, je serais content. Elle en aurait plusieurs pour le prix d'un. Ben oui, c'est ça. Vas-y donc, Antoine. Je t'attendais pour en parler, Laurent, mais on a perdu un grand acteur cette semaine. La semaine passée, oui. C'est la semaine passée, le 13 juillet. L'acteur Sam Neill. C'est triste, man. Décédé, l'acteur néo-zélandais. Tu sais, il avait 78 ans, mais il a tellement eu de rôles marquants là, dans sa carrière. Là, c'est vraiment incroyable. Évidemment, Jurassic Park. Le Dr. Grant. Le Dr. Grant. Film préféré de Laurent. Mais j'ai regardé d'autres films de Sam Neill cette semaine pour lui rendre hommage d'une certaine façon, là, dont The Omen 3, là, qui est pas... il joue le vieux Damien. C'est ça. Damien qui devient plus tard ambassadeur pour les États-Unis en Grande-Bretagne. Puis là, il veut manipuler les gens pour faire régner le Satan sur la Terre. Là. Je sais pas trop c'est très d'actualité, ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout juste comme si c'était pas le président des États-Unis. Là, je pense qu'il n'aurait pas eu le droit de faire ça. Genre. En fait, ça fait partie de la croyance de certains extrémistes religieux, voire conspirationnistes, que l'Antichrist va être à la tête de l'ONU. C'est là que ça vient l'idée, en fait. Ah ouais? Ils ont dû s'inspirer de ça. Ils ont vu ça comme un documentaire. Je sais pas. Mais tu sais, plein d'autres rôles marquants, beaucoup dans le cinéma de genre. Là, In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness de John Carpenter, qui est comme un hommage à Stephen King et Lovecraft en même temps. Puis c'est vraiment super bon. Event Horizon, genre de Hellraiser. Je suis pas capable d'écouter ce film-là, ça me fout la chienne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est très bon. C'est très bon. Puis évidemment... série Merlin. Ah, la série Merlin. Tout le monde a oublié la série Merlin. Non, mais... c'est ça. Mais sinon, mon préféré, moi, c'est... à part Jurassic Park, évidemment, c'est le film Possession de Andrzej Zulawski. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme du body horror. C'est vraiment... En fait, moi, je suis tout le temps surpris de... Parce que moi, je connais Sam Neill par Jurassic Park. C'est quand même un rôle très straight, voire héroïque. T'sais, très américain, classique. Comme plus j'ai vieilli, puis plus j'ai comme rétro-pédalé, puis je suis comme Sam Neill, il y a vraiment un cinéma de virée complètement batshit crazy, genre, puis c'est comme justement Possession, In the Mouth of Madness, Event Horizon, c'est très très ancré dans lui, genre c'est qui pète une coche, mais pas Nicolas Cage qui perd pied avec la réalité, mettons. Puis je trouve ça super fascinant comme œuvre. Puis pas juste lui, mais tu sais, comme quand j'ai commencé à découvrir le cinéma de David Lynch, puis j'étais genre ok, Laura Dern qui joue qui joue dans la c'est vraiment bizarre que tout ce monde-là qui joue dans qui ont joué dans des affaires vraiment fucked up, qui sont dans un film familial qui est quand même un peu un film d'horreur, mais qui est aussi comme
la grande aventure, tu sais. Souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Jurassic Park? Absolument. Parce que moi, je m'en souviens, ça m'avait tellement marqué, puis c'était la première fois dans mon conscient que je me souviens qu'on parlait des effets spéciaux. Ouais. Mais ce film-là, quand tu le réécoutes, à ce jour, je trouve, le sous-texte est vraiment génial, là, l'arrogance de l'humanité, là, face à la nature, puis ce qu'on pense contrôler, mais qu'en fait, on contrôle fuck all. Il y a quelque chose de très presque spirituel, religieux comme sous-thème qui est vraiment intéressant, je trouve. Oui, puis le personnage de Jeff Goldblum, le mathématicien du chaos, c'est tous des niveaux que je catch plus maintenant que quand j'étais enfant. Moi, j'étais juste comme des dinosaures. Mais moi, je me rappelle que ma mère voulait pas que j'aille le voir. C'était peurant, les raptors, man. Ben, c'était juste comme la promotion autour du film était comme non, tu vas pas voir ça. Puis moi, j'étais comme non, regardez, c'est classé général. Là, j'ai le droit d'aller. Il y a des jouets. Oui, c'est ça. Mais finalement, j'ai convaincu mon père d'y aller avec. Puis je me rappelle de l'avoir vu au cinéma. Puis j'ai eu peur, mais j'ai pas capoté. Là. Genre, j'étais comme OK, je suis capable de dealer avec ce qui se passe. Hein. Pour moi, à date, c'est mon stop. C'est dans mon top Spielberg. Ah, c'est dans mon top point. C'est tellement un esti bon. C'est un film parfait. Oui, t'as raison. Je l'ai vu au Cinéparc en double bill avec les Flintstones. Ouais, je l'ai double. Mais attends, ils sont pas sortis la même année. C'est 93. Les deux, ok. Mais attends, c'est pas Spielberg qui l'a fait, Flintstone, il l'a produit. Non, non, je suis même pas sûr. Je pense qu'il l'a produit. Ça se peut. Bref, c'était ça le double bill. Ben oui, fait que avec Kyle MacLachlan qui joue aussi dans des films de David Lynch. Fait que t'avais, voilà. Je ne savais pas à l'époque. Je savais pas c'était qui Kyle MacLachlan. Non, moi non plus. Fait qu'un grand nom qui nous a quittés. Ah oui, puis un autre film que j'ai pas mentionné, mais qui est très peu connu, mais que j'aime énormément, c'est The Hunt for the Wilder People de Taika Waititi, où il fait comme un mononcle grincheux qui bond avec son filleul ou je sais pas trop quoi, là, puis ils vivent une aventure, puis ils vont à la chasse. Il joue comme le film de sous-marin aussi. Là, il joue comme le second d'un sous-marin qui veut se livrer aux États-Unis, qui veut The Hunt for Red October. Non, c'est un autre, ça. Mais il joue dans The Hunt for Red October. C'est-tu The Hunt? Mais c'est un autre, je pense. En tout cas. Deux films de sous-marin. Oui, mais il était pas dans les deux. J'ai juste qu'à un moment donné, j'avais un trip de sous-marin, mais je me suis tout tapé. Je me suis tout tapé ça. T'es allé au Subway? Non, fait longtemps que Merci Montréal! Mais tu sais, ça vaut plus la peine d'aller au Subway. Genre. Tu vas payer 24$ pour un sous-marin. Cher, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Je vais vous parler du crossover qu'on attendait tous. Bon. Oui, et ça implique deux rouquins, vous allez être contents. En fait, un rouquin, mais là, ça vous implique vous deux rouquins. Archie. Ouais. Et attends, quel est l'ennemi de l'homme? L'humain. L'homme. Le loup? Non. Le nouveau, celui qui dessine aussi puis qui pogne les jobs des artistes. L'intelligence artificielle. Ok, fait que c'est qui? Tu regardes pas mon carnet, toi? Non. Ok. Un roux qui représente l'intelligence artificielle. C'est un crossover en comic book qui a rien à voir là, avec un... T'as Archie, ça je vous le confirme, un crossover avec une autre propriété intellectuelle. Voyons, Mark Zuckerberg. Terminator? Qui est roux dans Terminator? Mais non, mais Archie est roux, lui. Ok, je pensais que t'avais dit deux rouquins. Non, mais après, je me suis repris. Vous autres, si vous êtes les deux rouquins. Ouais, c'est ça. Je cherchais pas à bonne place. C'est comique. Ça aurait pu être long. Archie Comics, Dynamite Entertainment, puis Studio Canal qui possède les droits de Terminator, qui vont sortir une mini-série crossover qui va s'appeler Archie vs Terminator. Versus, toi. Ouais. Fait qu'ils vont se battre. Pas forcément. Des fois, c'est juste qu'ils sont dans la même pièce. Une mini-série de 5 numéros qui va sortir en octobre. Ouais. Quand même 5 numéros. Ça sera pas un 4, ça sera pas un 3. 5 numéros. Non, mais c'est parce que, mettons, moi, j'ai un Archie versus Sharknado chez nous, mais c'est un one-shot. Oui, puis il y a plein de crossovers que c'est genre 1 ou 2 numéros. Ouais. Mais là, on va faire un bon numéro en bonne et due forme. Là. Ben oui. Un bon crossover en bonne et due forme. Ça va être bon. C'est sûr que ça va être bon. Donc, voulez-vous la prémisse, messieurs? Ben oui, pas le choix. C'est un John Connor adolescent qui se retrouve à Riverdale High, l'école secondaire dans laquelle il y a Jughead, Archie, Betty, Véronica et toute la gang. Et il est pourchassé par un Terminator. Et là, la gang s'en est mêlée pour un combat pour le futur de l'humanité. Fait que c'est sûr que ça va être excellent, tout ça. Ça sera écrit par un certain Rory McColville. Et les dessinateurs, c'est un duo. C'est la première fois que je vois ça. Père-fille, Steve et Lily Butler. Donc, mais pourquoi maintenant et pas il y a 30 ans? Parce qu'il y a 30 ans, on a écouté le film des Grizzlies qui est sorti. T'es comme, on peut pas faire ça la même année. Allez, on va attendre, on va laisser le public digérer. Ça va prendre au moins 30 ans avant ça.
Fait que j'avoue que c'est 2 franchises qui sont pas au top de leur game en ce moment. Archie, il y en a toujours eu. Puis dans les dernières années, puis là, je dis dernières années, mais ça fait 10 ans, ils ont essayé plein de nouvelles affaires. Puis je parle pas des séries télé, là. Je parle en comic book, ils ont sorti des trucs. Il y a eu un Archie versus Predator récemment. Il y a eu un Archie rencontre Jason Bob récemment. Il y a eu plein de ce genre de crossover-là. C'est pas si surprenant que ça. Archie Meet de Punisher aussi jadis, on en a parlé au Mystérieux Étonnant. Fait qu'ils vont chercher un public plus large avec ça. Là. Les crossovers, c'est toujours la même affaire. Là. C'est qu'on essaie de faire lever de quoi en mettant un peu n'importe quoi dans mais tu sais, c'est le genre de Archie puis le genre de tout ce qui est super-héros, horreur, sci-fi, ça fit pas. Mais ça fait 10 minutes qu'on en parle. Fait que je pense que c'est juste ça. C'est juste de titiller la curiosité des gens dans le comic shop. Ils ont gagné. Mais c'est ça. Puis là, j'en parle puis je suis comme curieux de voir ce que ça aura de l'air. On va finir par le lire. On va finir par le lire. Là, on va se dire... surprenamment, c'est pas bien bon, mais coudonc. Attends, le dernier crossover dont on a parlé à l'émission, il était bon. Là. Vrai, avec Godzilla en plus. Là. J'aurais pu parler du crossover Sonic versus Godzilla versus... Ça existe. Oui, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient prochainement. Parce que, dans le fond, dans les bandes dessinées, on se borde pas avec les droits d'auteur. Là. En fait, il y a une entente de droits d'auteur. Mais ils font un deal. Ils font un deal. Mais okay. l'entente est moins compliquée que la télé ou le cinéma. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours des crossovers entre différentes compagnies, des maisons d'édition, puis des affaires de même, mais ils demandent la permission, ils payent les droits. Puis oui, je pense que surtout des grosses compagnies. Là, je te dis pas des gens qui font un fanfic. Non. Tu sais, le fameux crossover de Archie versus Ash versus Evil Dead. Non, excuse-moi. Je vais recommencer. Evil Dead, Ash, là, versus Jason puis Freddy. Ça, c'était supposé être un film à la base. Je dis pas que le scénario doit être un film, mais le concept doit être un film. Puis ça n'a pas fonctionné parce que les studios voulaient pas que Freddy perde une deuxième fois parce qu'ils considèrent que Freddy a perdu dans le crossover contre Jason contre Freddy. Non, il a fait un clin d'œil. Je sais, mais c'est des studios. Okay? Fait que ce crossover-là n'a jamais eu lieu. Mais ils l'ont fait en comics. C'est tout le temps plus facile en comics. C'est comme si c'était moins bien vu. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est moins prestigieux. Ouais, prestigieux. Ouais, c'est moins grand public aussi. Aussi, ça coûte moins cher à faire. Absolument. Ben oui. Tu peux faire un peu n'importe quoi avec ça. Steven Butler, là, celui qui fait partie du duo père-fille de dessinateurs, là, il a dessiné pour Spider-Man dans les années 90 et du Sonic pour Archie Comics aussi. Donc, il a fait une grosse run, ça a l'air là-dessus. Les Sonic qui sortent chez Archie Comics. Oui, ça fait des années de ça. Wow. Hey, ça, si éventuellement tu veux t'amuser, là, je t'enverrai un petit vidéo là, qui dure super longtemps. Mais l'histoire de Sonic en comic book, là, ouais, je sais que c'est comme... C'est quelque chose. Il y a il y a un auteur qui a travaillé là-dessus. Il s'est fait un verse. Il a fait ça pendant des années. Et Archie Comics a perdu son contrat. Dans lequel semblerait-il que ses créations lui appartenaient. Et là, il pouvait pas prouver que c'était le contraire. Fait que lui, il a gardé les droits d'une série de comics qu'il a fait pendant super longtemps. OK, ils ont littéralement perdu. Ils ont perdu le contrat. Ils ont carrément congédié leur équipe légale au-dessus de ça. Fait qu'ils ont éventuellement rebooté l'univers de Sonic. C'est un gros foutoir, là, pour vrai. Okay. Je suis intrigué, j'avoue. C'est vraiment intéressant. Je t'enverrai une vidéo d'un gars qui s'appelle Matt, M-A-T-T-T, sur YouTube. C'est un gars qui fait des vidéos sur les comic books. C'est super cool. Wow. Comme autant... Je suis pas intéressé de lire des comic books de Sonic. Autant ça m'intéresse quand même. Le gars est encore très problématique. Si vous, à ce jour, vous écrivez quelque chose sur une vidéo YouTube qui le concerne, il y a des chances qu'il vous répondent et vous envoie chier. Ah, nice. Puis c'est le genre de gars qui citait... J'ai envie de dire, peut-être que je me trompe, mais c'était des trucs problématiques du genre Mein Kampf, mais dans du Sonic. Ah! Tu sais, il se l'appropriait puis il changeait des mots, là. Ben oui. C'est ce genre de crétin. Ben oui, c'est Sonic et le troisième Reich. Oui, c'est ça. Il suffit de 3 scènes pour contrôler l'univers. Sonic et la négationniste de la Shoah. Sacrément. C'est le jeu weird entre Sonic and Knuckles puis Sonic 3, hein, c'est ça? Ouais, c'est comme... Il est sorti juste sur Game Gear. ça prenait la cassette que tu rentres l'autre cassette dedans. C'est ça, Sonic and Knuckles. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais dire qu'il y avait des couvertures alternatives du crossover Archie versus Terminator, dont plusieurs, en fait, sont faites par un certain Francesco Francavilla, qui est un super bon dessinateur. C'est lui qui avait dessiné... qui avait fait Archie... Afterlife with Archie. C'est un super de bon dessinateur. La sortie de ce magnifique projet sort en octobre prochain. Fait que il y a des chances, Laurent. Marquez ça à votre calendrier. Ah oui. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Premier numéro. Je prends congé. Ouais, c'est ça. J'appelle à la job, là. D'ailleurs, je suis passé en librairie, moi. Oui.
Je pense que c'était... Quelle journée je suis passé? Je pense que je suis passé samedi. Samedi, je pense. Oui. Et ton collègue, j'ai demandé, il est où, Laurent? Il est pas là. Il dit, il travaille pas fort. Je dis, je vais le dire à Laurent. Fait que Sylvain dit qu'il travaille pas fort. Bon, il m'a dit ça aujourd'hui. Ouais, il voulait s'assurer que je dise pas en premier, hein, c'est ça? Que je te dise pas en premier. Oui. Mais je suis allé chercher le Shin-Zero. Comment t'appelles ça? Shin-Zero 2? Shin-Zero, le volet 2 de Shin-Zero. Ah, ouais. L'as-tu lu? Pas encore, mais il est là. Il est là. Non. Shin-Zero? Oui, Shin-Zero. Ça veut dire nouveau zéro, ça? Ça se peut. Ben, je pense. C'est comme Shin Godzilla, c'est le nouveau Godzilla. Je pense que Shin, ça veut dire je nouveau. pense pas. Atarashi, pas ça veut dire nouveau. Fait que Shin, ça doit être... Oui, t'as appris le japonais, toi. Ben, écoute. C'est loin. Non, mais c'est un projet de longue haleine. Je parie que c'est très compliqué comme ça. C'est con. Ben, c'est ça. Fait que, bon, j'apprends vaguement, petit à petit, le japonais. Mais no joke, ça pourrait être cool d'en parler, mais là, il faudrait quasiment qu'Antoine, si t'es down, si on bien à l'aise, parce que c'est quand même un investissement, là, il faudrait lire le premier. Je pourrais te prêter ma première bande dessinée. Ok, mais pourquoi je serais pas down? Parce que c'est un investissement. C'est quand même... regarde derrière toi, là, non, ma bibliothèque. Si ben, c'est pas si pire. Celui qui est J'ai bleu lu des affaires plus courts que ça, vraiment plus longs à lire. Ah, ok. Ben, c'est correct. Ouais, ben okay, oui. Je pourrais te le prêter, si tu fais attention. Ah, ben oui, promis. Ouais. Ben là, il faudrait que, par exemple, je prête le deuxième. Là, j'ai pas fini le deuxième. Ben, tu sais, j'ai accès à des... Pas obligé de faire ça tout de suite. Ouais, c'est vrai. On a le temps. Ben là, je cherche Shin sur Google Translate, puis ça dit Tibia, mais ça, c'est en anglais. Tibia 0. Bon. Fait que c'était à qui, là? C'était à toi, Laurent, je pense. Ouais. De quoi? Écoute, j'ai des nouvelles inettes. Ouais, on va appeler ça de même. Des nouvelles inettes. Mon bien-aimé, oui. J'ai nommé Letterboxd. Oui, j'ai vu ça. J'étais très, très... Pas content, mais j'avais un sourire d'en face quand j'ai vu ça. Ouais. Toi, tu veux qu'on... Moi, je veux pas... Tu veux notre démise. Non, c'est mais... ça que tu veux. Je vais citer ce que les gens de Décideret disaient dans le temps. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Fait que quand je voyais ça, j'étais comme, ouais. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que je paye mon abonnement, moi. Ben, moi aussi. Vous payez vos abonnements? Ben oui, j'aime tellement Letterboxd que je suis ravi de payer mon abonnement. Vous payez combien par année? 50$, genre. 50$? Ouais, 30. Genre, 30$ par année. J'ai pas le... Non, j'ai pas le Patreon, j'ai le Pro. Ouais, moi aussi. Oh my God, OK. Non, mais c'est parce que ça donne des fonctions de plus. Comme quoi? Des stats. Ben, des stats. C'est malade. Ah non, mais c'est malade, là. Mais oui, c'est malade. C'est vraiment cool parce que des stats pis pas de pub, mettons. Okay. Mais ça break down ta cinéphilie. Surtout des stats. Des stats, ça, c'est malade. J'ai pas envie de voir mes stats d'écoute. Moi, c'est ça le problème. Non, c'est le fun. Moi, c'est mon réseau social préféré. Pourquoi pas? Moi, c'est ça. Moi, autant je comprends pas... tu sais, toi, tu comprends pas ça. Moi, je comprends pas ton amour de l'autre, là. L'autre? Qui? Quoi ça? L'autre réseau social. Là, quel réseau social? Ah, ben oui, Benoît, il est très actif sur Blue Sky. Discord. Ah, ok. Discord, je comprends pas. Bon. Je ne juge pas. Par contre, Letterboxd, toujours ouvert. C'est vrai. Ouais. Bref, Letterboxd, il y a la semaine passée des nouvelles comme quoi il se magasine un acheteur. Ouais. Là, ce que j'avais pas saisi, en fait, c'est que Letterboxd sont déjà plus indépendants depuis 2023. Ils appartiennent à 60% à une entreprise canadienne qui s'appelle Tiny, qui fait, je ne sais absolument pas quoi d'envie. Des petites choses. Des petites choses. Mais une Letterboxd qui vaut entre 50 et 60 millions de dollars. Je ne savais pas Je comprends pas comment un site principalement gratuit sans pub. Moi, mais en tout cas, plus. Avec la pub, vous avez dit qu'il y avait de la pub. Non, il n'y a pas de pub. Mais quand vous payez... Vu qu'on paye, il y en a d'habitude. mais je pense qu'il y a de la pub. Okay. Mais il est quand même pas... C'est pas aussi invasif que c'est pas comme sur IMDb, mettons. Non, c'est ça. Ouais, c'est ridicule. Mais tu sais, Letterboxd est aussi rendu un genre de média. Là. Il y a beaucoup de... Je veux dire, ils font des entrevues sur le Red Carpet. Qui font des Red Carpet. Il y a des événements comme Fantasia qui mettent des entrevues directement sur leur Letterboxd officiel. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je comprends que ça vaut un peu d'argent. Par contre, 50-60 millions, je veux dire, je trouve ça vraiment beaucoup d'argent. Sauf que là, c'est ça. Ils se magasinent des acheteurs. Puis là-dedans, dans les gens qui sont en train de checker, il y a Netflix, il y a Sony Pictures, il y a Paramount Pictures, puis il y a un gars que j'ai pas noté son nom, mais qui est genre le créateur de Reddit. Fait que tout ça, moi, m'angoisse beaucoup parce que c'est ma partie, ça fait un bout que c'est ma partie préférée de l'internet. Ce qui achète, c'est votre data, c'est la structure, elle peut être mais je veux dire, qu'est-ce que ça sert de savoir que j'ai regardé... à quoi ça sert? Pour un studio comme Paramount, par exemple, d'avoir la quantité, les statistiques en question, tu penses que c'est pas profitable pour eux?
C'est super profitable. Ça mais montre mettons, Netflix, ils ont déjà les stats à même leur plateforme. Oui, mais plus que tu as de data, plus que tu peux être précis. Ouais. Plus que tu peux ils vont se dire comme, voyons, ce film de Netflix-là, il n'y a pas autant de vues sur notre Netflix. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été piraté. Ce film qui vient de sortir en vidéo sur demande, qu'on peut louer sur Apple à 24$, comment se fait-il que Laurent Boutin l'a regardé comment ça se fait cette semaine sans payer 24$? On parle-tu de Backrooms, par exemple? Je n'ai pas nommé de nom. Mais moi, ça, je suis contre ça. Tu sais, je veux dire, la location à 25$. Non, c'est ridicule. Location à 5$, 10$, pas de problème. Mais 25$, c'est parce que moi, je sais en plus, tu sais, je l'ai vu au cinéma, Backrooms. Puis je vais l'acheter en Blu-ray 4K quand il va sortir. Il y a une belle édition qui vient d'être annoncée par A24. C'est sûr, je vais l'acheter. Là, je vais pas payer en plus pour la location entre les deux. Là, j'ai déjà payé pour. Obsession est sorti en VOD il y a 2 semaines de ça. Puis on en a parlé, mais moi, je voulais le louer. J'étais prêt à le louer. Puis la location était quelque chose comme ça, 34,99$. Ouais. La location. Mais c'est parce que c'est pour quand tu le regardes en groupe, tu payes une fois. Puis on est d'accord, mais c'est rare que j'écoute des films en groupe. Ben non, c'est sûr. Je comprends. Fait qu'en tout cas, c'est angoissant. Mais tout ça, parce que tu sais, c'est ça. On peut plus rien avoir de nice. Est-ce que tu as une nostalgie? Est-ce que vous avez une nostalgie pour les forums IMDb jadis? Absolument pas. Non. Ah, c'était merveilleux. T'allais en fait, sur chaque page de film avait ses threads de forums associés au film. Fait que quand t'allais voir un film, tu pouvais participer à plein de discussions autour de plein d'aspects du film. Fait que c'était vraiment cool. Puis là, ils ont tout enlevé ça parce que ça générait pas de revenus. Puis ça servait à rien. Ça a fermé la conversation autour des films. C'est devenu juste des reviews puis des notes, tu sais. Ouais. Moi, tu vois, c'est pour ça que Discord, j'embarque pas, c'est parce que ça me fait trop penser justement à des forums du début des années 2000, puis j'ai aucune nostalgie pour cette façon de communiquer. Moi, si je passe une semaine à travers laquelle j'ai parlé à moins de monde possible, je suis heureux. Fait Mais je comprends. Écoute, c'est ça, wait and see, mais tu sais, moi, s'il n'y avait pas Letterboxd, j'aurais pas vu l'ancien collaborateur des Mystérieux Étonnants, Maxime Soriol, logué Project Grizzly il y a genre 6 mois en me disant c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis en le mettant dans ma watchlist, puis en me rappelant après, c'est vrai, je voulais regarder ça un soir que je savais pas quoi regarder. Maxime, on doit le dire, je sais pas si j'ai déjà mentionné qu'il travaille pour Vlog depuis des années. Oui, il y a une carrière média depuis très longtemps. Depuis très vraiment. longtemps, puis en plus, lui, il est passé d'un. Je me souviens plus dans quel milieu il était, mais à un moment donné, il avait fait je pense que c'était un programme comme un certificat, quelque chose comme ça. Puis après, il s'est lancé, puis ça a vraiment bien marché, ces affaires. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Maxime. Non plus, je le croise plus. Je sais même plus où est-ce qu'il habite. Là. Je pense qu'il est dans le Myland, quelque part. Ouais, il me semble que. Bon, à moins qu'il ait bougé. C'est peut-être pour ça qu'on le voit plus. Peut-être. De toute façon, à Montréal, c'est tout petit. Hein, fait qu'on finit par le recroiser. Ben oui. On était à moi ou je pense qu'on était à moi, c'est ça? Ok, vas-y. C'était une nouvelle, je pense. Puis vous allez pouvoir commenter, parce que je vous pense plus fan que moi. Il y avait une rumeur, puis là, ça a été confirmé. Un nouveau Nightmare on Elm Street qui s'en vient. Ouais. Pendant un bout de temps, on le savait pas, mais là, Paramount Pictures a finalement conclu une entente avec, je veux dire le patrimoine, en anglais, on dit le estate. Mais c'est pas, parce que si on dit héritier, c'est pas exactement ça. Les héritiers, ça peut être autant les ayants droit que la famille. Et des fois, ça peut être même les deux. Dans ce cas-ci, c'est le cas d'ailleurs, c'est de la famille de Wes Craven, qui avait en 84 scénarisé aussi, réalisé un Nightmare on Elm Street, qui avait engendré une série excessivement populaire à ce jour d'ailleurs, que j'ai évité de regarder pendant très longtemps parce que c'est quoi la raison? J'avais la chienne. Finalement, je l'ai écouté, c'est drôle. Là, tu parles d'une série de films parce qu'il y a aussi eu une série télé, pas super qui était-tu lié thématiquement? Est-ce que Freddy était dedans? Freddy faisait le genre de Crypt Keeper qui présentait les histoires, mais c'était une série d'anthologie. Freddy's Nightmares. Fait que, donc, les ayants droit, le patrimoine de Wes Craven ont signé une entente avec Paramount Pictures, puis le nouveau film va être produit sur leur étiquette qui s'appelle Primal Label. C'est une étiquette pour justement développer des films d'horreur. Puis Dieu sait que les films d'horreur fonctionnent avec Backrooms puis Obsession. Ça va partir, j'espère, une série de projets. Mais sais-tu ce qui marche avec Backrooms puis Obsession? No. C'est des nouvelles idées. Oui, exactement. C'est comme si tu peux faire copy-paste, ça marche pas tout le temps. Freddy 12, là, je sais pas. Là. Ouais, surtout, pas le New Nightmare, moi je l'ai bien aimé, mais l'autre avant, là, Chris Castellette. Là. Ouais, mais il y avait des lunettes 3D. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Ouais. Donc, la refonte, il y en avait déjà une tentative en 2010. Ça, c'était rushant en tabarnak. Je l'ai pas vu, mais c'est 16 ans de ça. C'est épouvantable. Ça fait 16 ans le remake. Ah mon Dieu. Je suis comme, je me rappelle pas, ça vient d'arriver. Non, ça vient pas d'arriver. Fait que c'est juste ça. Moi, je suis pas un grand fan de la franchise, mais j'apprécie là, pour ce que ça représente. Puis, je doute beaucoup que
Robert Englund fasse partie de la production. Il est rendu quand même assez âgé. Là. Je pense qu'il a 78 ans ou quelque chose comme ça. Là. Oui, il va sûrement faire un caméo. Sûrement un caméo. Ouais, puis il y a une série télé de Friday the 13th qui s'en vient très bientôt aussi, avec Linda Cardellini qui fait la mère de Jason, parce qu'ils n'ont pas les droits pour Jason, mais ils ont le droit pour la mère de Jason. Non, ils ont les droits finalement, parce que tous ces noms-là se sont parlé. C'est pour ça que la série existe. Ah, ok. Mais comme c'est un prequel, ils ont comme pas le choix de mettre cette partie-là de l'histoire parce que ça commence pas avec Jason. Ouais, c'est spoilers, genre plusieurs années plus tard, mais Jason n'est pas le méchant dans le premier. Ça, je l'ai appris dans Scream. Moi aussi. Je l'avais pas vu dans ce temps. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, cool. Excité, pas excité? Oui. Ben, moi, je vais aller le voir, c'est sûr. Mais après ça, est-ce que j'ai vraiment confiance qu'ils peuvent faire quelque chose d'original, d'intéressant? Ben, c'est dans le monde des rêves. Fait qu'il y a beaucoup de potentiel. Les films d'origine étaient très inventifs. C'est ça que j'ai envie de voir. Là, s'ils peuvent jouer avec le craft du cinéma, des effets pratiques. Est-ce qu'ils vont camper ça à notre époque ou à l'époque justement des années 80? Ça va être une autre question. Ah non, là c'est fini la nostalgie des années 80. 90. C'est ça. Insert, ça commence sur un poster de Limp Bizkit au pan-out. Le gars joue à Crazy Taxi. Ok, est-ce que c'est fini? Qui est comme, hey, la Dreamcast, c'est vraiment la console du futur. Ok, qui avait quelque chose? Moi, j'avais d'autres choses. Ouais, vas-y donc. Ben, il y a eu un petit point de presse de la part de Bethesda, la compagnie de jeux vidéo, pour faire quelques petites soft annonces, là, des affaires qu'on se doutait, mais juste confirmer certaines affaires. Leur gros projet qui s'en vient, c'est Elder Scrolls 6, éventuellement. Ça fait longtemps, là. Ouais, mais là, c'est le prochain qui va sortir. Puis là, il y a eu comme une brèche aussi au niveau de la compagnie par rapport à la franchise Fallout. Dans le fond, il y a Fallout 5 qui va être développé par Bethesda, puis parallèlement à ça, la compagnie Obsidian qui avait fait Fallout New Vegas, qui est selon plusieurs, incluant moi, le meilleur des Fallout. Ça, c'est une question très controversée. Ah oui, je sais. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est le meilleur des Fallout. Mais les autres, ils font leur propre jeu. Je pense que c'est Fallout Boy. Oh! Sugar, we're going down. J'aime même pas ça. Fallout Boy meets Fallout. En comic book, un crossover, ça serait excellent. Ouais, parce qu'ils l'ont pas. Tu sais, il y a 10 numéros. Il y a un petit bonhomme de Fallout, mais il s'appelle pas le Fallout Boy. Ah oui, il ressemble à quoi? Celui qui fait le thumbs up. Il commence. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est le Pip-Boy. Le Pip-Boy, ouais. Pip-Boy. Fait qu'il y a une série télé Fallout aussi qui est très bonne, là, d'ailleurs. Fait que ça, il y a une 3e saison qui s'en vient de ça. 2 jeux de Fallout 5 et le Fallout développé par Obsidian qui s'en viennent. Et ils ont confirmé qu'il va y avoir des versions remasterisées de Fallout 3 et Fallout New Vegas, le meilleur de Fallout. Fait que ça, c'est vraiment cool. Éventuellement, c'est des projets pour dans plusieurs années. Puis, il a annoncé des nouvelles campagnes puis des nouvelles mises à jour pour le jeu Starfield. T'as-tu joué, toi? Moi, j'ai pas joué. Yoann a joué. Ça a été un exclusif Xbox pendant vraiment longtemps. Puis là, il est comme un peu trop cher encore. Fait que je vais attendre. Mais tu quelqu'un qui a joué? Yoann a joué, puis il a arrêté parce que je pense que... Qu'est-ce qui se passait? Ah oui, il vivait plus. Puis c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas joué. Parce que c'était trop bon. Ah ouais. C'est que c'est le genre de jeu dans lesquels tu finis par... C'est all-consuming. Là. T'es juste investi complètement là-dedans, puis tu fais juste ça. Là. Ah, parce qu'au début, les premières critiques étaient un peu tièdes. Oui, mais je pense qu'un gars comme Yoann est pas un complétiste, mais quelqu'un qui se laisse beaucoup embarquer par le storytelling. Tu sais, le lore. Lui, c'est un gros amateur de lore. Fait que moi, c'est une des raisons pourquoi je suis pas embarqué là-dedans. C'est que puis je l'ai là en termes de mon abonnement à Xbox. Je peux l'avoir si je veux. Mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Pas encore. Éventuellement. Moi, ça me tente. Là. J'ai hâte. Là, il va baisser à un moment donné, puis je vais l'acheter. Ouais. Monsieur Laurent, reste-tu quelque chose? C'est pas une nouvelle. Oui. Les gars, Qu'est-ce on vieillit. Ah, il y a 30 ans de ça, le film. Avez-vous géré votre passage vers l'au-delà, vous? T'as fait ton testament? Non, mais c'est là que je monte. Il y a une partie de mon testament, pas testament, mais je lègue mes BD et tout à mes nièces et neveux. Je démerderont avec ça. Ils veulent rien savoir de ça. Elle-même, OK? Oui. Les neveux, je suis pas certain. Elle-même, OK? Fait que ça, c'est réglé. Si je meurs, ils vont de l'argent. De quoi? Mais de quel bord? Qu'est-ce qui va à qui, là? Ils se battront entre eux autres pour... toutes ces bandes dessinées-là sont remplies de dédicaces de moi avec des gros nez faites par mes amis au fil des années. Et c'est eux autres qui vont se démerder avec ça. Mais non, j'ai pas fait mon testament. Non, mais tu parlais pas du testament. Je parlais pas du testament, je parlais de vraiment gérer notre dépouille.
Parce qu'il faut faire ça aussi, ça vient ensemble. Je parle de ça parce que j'ai vu de quoi passer sur mon feed qui venait du Nerdist, c'est-à-dire une gamme de cercueils à thématique Turtle. Ah ouais. Tortue Ninja. Oui. Puis là, je me suis dit, ben oui, on est rendu là. On est rendu à gérer notre after, puis on va faire ça avec nostalgie, notre génération, parce que c'est ça qu'on fait. Oui. Fait que il y a une compagnie de cercueils qui s'appelle Titan Caskets qui a développé une gamme un peu luxueuse de les 4 couleurs. Donc, tu peux avoir un cercueil rouge, bleu, orange, mauve. Dedans, le cercueil, t'as une TV? Non, t'as comme une broderie aux effigies des armes du Turtle correspondant à ta couleur. Ouais. Puis voilà, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de partie. Moi, j'aimerais ça que le couvercle, ça soit comme une tortue. Comme une carapace. Ils sont pas allés là encore, mais écoute, c'est-tu jamais. Prix? C'est cher, ces affaires-là. Hein? 3798 $ US, probablement. Je sais pas si c'est fan des Turtles. Mais je sais pas combien ça coûte un cercueil standard. Ça doit être à peu près le tiers de Je pense que c'est quand même cher pour un cercueil, mais je pense que genre... 2000$, c'est pas inusité. Mon ancien propriétaire, c'est ça qu'il faisait dans la vie. Ah ouais? Ouais, quand j'habitais avec Simon, il s'occupait d'une... C'est un croque-mort? Oui, c'est un croque-mort. Il ramenait de la job à la maison. Fait que, écoutez, si ça vous... parce que moi, je suis pas rendu encore à gérer ça. Mais je suis pas assez fan des Turtles. Qui serait assez fan des Turtles pour... Mais probablement, tristement, le genre de personne qui aurait pas beaucoup de gens invités à leur funérailles. Oui. Non, mais moi, tant qu'à avoir un cercueil... Oui. Moi, je veux comme un cinéraire, anyway, fait que je veux pas cette affaire-là. Ça pourrait être une urne. Ça peut être une... Peut-être. Ah, mais tu fais ça comme là, je veux dire, moi, je trouve que ça ouvre la porte. Ashes in a half shell. Ashes in a half shell. Mais, tu sais, comme, mettons, là, que les cercueils s'avèrent batshit crazy, comme des Funko Pop, mettons. Oh, oui. Tu peux avoir n'importe quoi que tu veux sous la forme de cercueil. Ouais. C'est le moi, fun. j'imagine juste... tu sais, je pense que le plus grand fan des Turtles qu'on connaît, c'est notre ami Jake. Ouais. Mais, ironiquement, c'est le seul qu'on pourrait pas lui vendre un cercueil. Parce qu'il est immortel. Non. Non? À cause de sa jambe. Ben... Je l'ai pas dit. Il va falloir qu'il soit... En tout cas... Mais je sais pas, hein, le cercueil. C'est parce que, tu sais, toi, t'en profites pas vraiment. C'est les autres autour. Moi, c'est tout le temps un peu ça. C'est aussi, tu sais, je trouve ça, les gens qui ont déjà ça de réglé, je trouve que c'est des gens qui ont vraiment, tu sais, comme qui ont leur pierre tombale de déjà acheter. Ma blonde a sa pierre tombale. À Mystique. À Mystique, ça veut dire quoi, ça? C'est une ville, Mystique. Ok, je pensais que c'était une sorte de pierre tombale. Parce que c'est familial, genre. Oui, c'est familial. Le caveau familial. À côté de son père. Moi, ma tombe familiale est à Rawdon. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je sais pas où est-ce qu'elle est. Moi, t'en as peut-être moi, je suis pas sûr que j'en ai. Je pense pas qu'il reste de la place avec mon grand-père et ma grand-mère. Moi, je veux juste pas qu'on essaie de me ramener. Tu sais, comme dans Robocop, là, quand ils l'ont ressuscité. Là, quand j'étais jeune, je l'écoutais pour la première fois, puis j'ai réalisé qu'il y avait pas de paradis. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paradis, tu comprends? Puis ça m'avait terrifié, jeune. Au pire, il y en a un, mais on fait comme, non, yoink, si tu reviens. Oui. Comme dans Buffy saison 6. Moi, je pensais que je te ferais un réanimateur, plutôt. Ah non. Je vais être déjà rendu écœuré à la fin, ramène-moi pas. Moi, j'avais rien d'autre. Y avait-tu derrière un truc? Sinon, on va aller prendre une petite pause. J'ai vu que Peter Jackson, il dit que son prochain film, c'est Tintin. Bon, il va faire autre chose que Les Seigneurs des Anneaux. Ça fait juste 15 ans qu'il est supposé faire ça, là. Mais il dit qu'il a fini d'écrire le script. Il va faire un Silmarillion à un moment donné, check bien ça. Il me semble qu'on n'en a pas parlé récemment, puis comme toi, Benoît, t'avais pas aimé le premier Tintin. Il me semble qu'on a eu une conversation. Je l'ai pas écouté. Non, on avait une conversation. Ah, t'étais peut-être là, c'est parce qu'on avait tous les Tintins en derrière de moi, là, en derrière de vous, qu'on rangeait. Puis, Moi, j'avais aimé le premier. Moi, j'avais trouvé ça excessivement épuisant. Ouais, mais c'était comme en 3D, puis ça allait vite, puis il se passait plein d'affaires, puis c'était 3 albums en un. C'est jamais un film qui prend son souffle. Ouais, des fois, t'as une scène d'action, puis t'as un moment mort. C'était basé sur quoi? C'était basé sur 2 albums? Hein? Surtout Le Trésor de... Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, puis il y en avait un 3e, me semble. Ouais, il y avait peut-être un petit bout de Crabe aux pinces d'or, genre.
Parce qu'il rencontre le capitaine puis tout. Là. Faudrait que je m'y retape. Mais c'est surtout le juste cycle un. d'Alcan. Non, je veux dire, toutes les Tintins, ça fait trop longtemps. Après les Astérix. Après les Astérix, c'est une Tintins. chance. Mais en fait, avec Blaise, on a déjà décidé ce qu'on allait faire. Oh. Puis je veux pas le dire tout de suite. ok. Mais on a encore quelques albums à faire. Tous là. les Gaston Lagaffe. Non. Ouais, c'est plus dur à analyser les affaires de gag en une page. Ouais, c'est plate. Hey, tu viens-tu de la fois qu'il a fait tel gag? Ouais. Ok. C'était drôle, hein? C'est drôle, hein? Et puis, il faudrait parler du film. Le premier, là, qui était pas un Gaston Lagaffe, finalement. Il avait perdu les droits, je sais pas quoi. Il y avait un film de Gaston Lagaffe qui était gaffe pas... à la gaffe, quelque Ouais, chose. je sais plus s'il avait perdu les droits ou ils l'ont pas assumé. Je pense que c'était tellement mauvais que Franquin, il voulait pas. Il est revenu d'entre les morts. Ouais. C'est le Robocop. Non, mais il était pas mort à l'époque. C'est un film des années pas mort. 80. T'es pas mort, vous? Non, je suis tanné. Ouais. Mais j'ai toujours pas vu ce vieux-là un jour. Ça viendra. Mais Il y a aussi des... je ne peux croire que c'est pire que la version qu'ils ont faite en genre 2019, genre. Ah ouais. 2019, c'est Ah ouais. qui jouait Gaston? Ouais, Quelqu'un un Français à la lèvre molle. Là. Lequel? Je sais pas. Écoute, je peux demander à Letterboxd, mon meilleur ami. Non, mais là, attends. Là, j'allais dans les petites annonces. Là. En fin de semaine, il y a beaucoup de soirées de lutte qui s'en viennent. En fait. Ben oui. Vendredi, samedi, dimanche, ça va être rempli. Il y en avait une hier aussi. Oui, Battle War, je suis pas allé malheureusement. Moi non plus. À cause que je suis allé à la soirée VHS de notre ami Marc Lamotte. Puis il y avait Simon Chénier et Simon Predge, entre autres, qui présentaient des montages inspirés du VHS. Puis c'était comme les bonnes vieilles années du douteux. Là. Il y a même eu un hélicoptère, il a explosé, puis le monde l'a calé avant. Puis le montage de Simon était clairement probablement le meilleur. Il fait des très bons montages. Il est extraordinaire. Allez voir d'ailleurs son Patreon, il en partage un par mois. Donc un montage... Ils me font toutes brailler au lard. Ils sont très drôles, ils sont vraiment très bons. Puis c'est vraiment le fun à faire jouer en background quand t'as de la visite. Tu fais juste mettre ça sur la TV, puis là, tout d'un coup, ça prend pas de temps que le monde sont comme rivés sur l'écran. Ouais, puis ils sont comme... Moi, ça m'arrive... Si je dis pas... Mais qu'est-ce qui se passe au moins 8 fois par mix? C'est quand qu'on avait écouté chez vous il y a quelques mois de ça, tu t'en souviens-tu? Je sais plus. C'était drôle, ça. Un des dans les 5 premiers. Fait qu'en fin de semaine, vendredi, il y a la soirée de Sans Restriction Chrono, qui est une fédération de Kevin Raphaël qui revient au H-Gang Plaza ici à Montréal, qui est pas très loin en plus. Je vais pouvoir marcher pour y aller, c'est cool. J'avais oublié celui de vendredi. Oui, ça c'est vendredi. Moi, j'y vais, là, j'ai décidé, même si personne n'y va vendredi, je fais un triptyque, un 3 jours back-à-back de lutte. Ça, c'est mon objectif. Je vais le faire au moins une fois dans ma vie. Donc ça c'est vendredi. Samedi, ça c'est sold out. Mystery Wrestling au Ben Mathieu. Ça va être fucking malade. J'ai vraiment hâte. Une fédération de Evoluno, anciennement de la AEW. Puis comme la AEW est là le lendemain, il risque d'avoir des lutteurs de la fédération qui fassent une petite apparition. Puis c'est de la lutte un peu wacky, là, avec des concepts complètement éclatés. Il va-tu y avoir le lutteur pizza, là? Je le sais pas. On sait jamais, en fait, les lutteurs okay. qui vont se pointer à Mystery Wrestling. C'est ça qui fait partie du charme de la fédération. Et là, la grosse soirée du dimanche, un pay-per-view, donc un événement, disons, plus prestigieux de lutte pour la AEW, Redemption, le premier du genre qui vient au Québec, à Montréal. J'ai très très hâte. J'ai des médias. Au Centre Bell? Au Centre Bell. Pas la Place Bell. Non, Centre Bell. Donc c'est une grosse soirée. Ouais, c'est quand même pas mal gros. Habituellement, ce qu'ils font par contre, c'est qu'ils séparent en deux. Il y a comme le côté de la hard cam, il y a moins de place. Ils vont pas remplir le Centre Bell au complet. C'était comme ça la dernière fois qu'on était allé. Il y a peut-être pas personne dans... C'est quoi, c'est les rouges, jaunes? Ah, écoute, je pourrais pas te dire. Non. Bleu. Moi, je sais pas. La première fois que j'étais allé, c'était pour le décès de Carl Tremblay. Fait que je me souviens même pas des. J'étais jamais allé au Centre Bell auparavant. La première fois que t'es allé, c'est. Ah ouais. Ouais, puis 2 semaines après, j'étais retourné pour un passage de la AEW, justement. OK. Qui était une soirée classique, là. C'était pas un pay-per-view. Là, c'est ce qui m'excite, ça va être un pay-per-view. Donc, des grosses soirées de lutte. Je sais qu'il y a des gens, des mystérieux étonnants, des auditeurs qui vont être à Mystery Wrestling. Il y a aussi des gens qui vont être à la AEW. Ça va être un gros week-end. Je retire rien de tout ça. C'est juste que je vous dis que je vais être là ce week-end. Sinon, je fais un lien. Le 30 août prochain, ça c'est quand même d'un petit bout, il va y avoir la soirée All in London de la AEW. Puis ça, on va écouter ça en gang au Fun Hub de Montréal. Il y a des Fun Hubs un peu partout. Il y en a un aux 10-30, mais il y en a un dans le centre-ville de Montréal, le Fun Hub. 30 août prochain, c'est un dimanche. Et comme c'est une soirée, un pay-per-view qui est diffusé là-bas à Londres un peu plus tard, ben ça va être plus tôt pour nous en après-midi. Donc, ça nous permettra de passer au travers sans finir la soirée à minuit, 1h du matin.
Que vous connaissiez la lutte ou pas, tout le monde est bienvenu. En fait, on va vous inclure dans le trip. Et notre arme secrète, c'est notre ami Dan. Dan qui sait très bien inclure le monde dans le trip de la lutte. D'ailleurs, si vous écoutez les pubs de la Fédération sans restriction chrono, à un moment donné, on a le Kevin Raphaël qui est sur le ring et la caméra passe de lui à un gars qui gueule après en pointant du doigt. C'est Dan qui est retenu par notre ami Johan. Cette pub-là arrête pas de passer pour faire la promotion. La fois qu'on était là ensemble? Oui, pour faire la promotion de la soirée de vendredi. Puis ça me fait rire parce que d'un, j'étais là, mais aussi je l'ai vu plein de fois, cette pub-là, mais je la regarde au complet à chaque fois qu'elle passe. Ah, mais c'était tellement bon ce moment-là. Très cool. Ouais, c'est vraiment drôle. Fait que c'est ça. Pour le 30 août, j'ai eu le temps de vous en reparler. C'est grâce à Sébastien qu'on a cette place-là, gracieusement. Sébastien qui est un auditeur de longue date. Sinon, on vous rappelle, là, il y a le SpeakPipe, il y a un lien vers le SpeakPipe dans le descriptif de l'émission. Ça nous amène vers une plateforme pour laisser un message vocal. Ça peut être un commentaire, suggestion, question, whatever. Vous pouvez même écouter votre message avant de l'envoyer. Sinon, bien sûr, on vous invite à donner au Patreon des mystérieux étonnants. Là, je vais me remettre au contenu. Je suis installé ici à la maison. Fait que je vais pouvoir m'y remettre. Merci d'ailleurs pour votre patience. Puis en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif des membres Patreon. C'est là-dessus que je fais mon cycle dédié à Astérix Obélix avec Blaise, où je suis avec Antoine et Rémi. On parle de cinéma, de réalisateurs. On fait des cycles dédiés à des réalisateurs ou un truc spécifique du cinéma. Puis il y a le Discord des mystérieux étonnants auquel vous avez accès quand vous abonnez au Patreon. Écrivez-moi directement à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien vers cette belle plateforme qui est comme Internet, mais sans trop de cul. C'est mon Letterboxd. Ouais, mais où sont les stats? Il n'y a pas de stats, mais il y a une catégorie cinéma si tu veux échanger là-dessus. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des mystérieux étonnants sont sur notre site internet. On vous rappelle d'ailleurs que maintenant, il y a même 2 archives supplémentaires en RSS si vous vous abonnez sur le site, parce qu'on est rendu on a tellement d'épisodes que le maximum d'épisodes qu'on peut contenir sur un RSS, on l'a dépassé depuis longtemps. Pensez-vous qu'on va se rendre à 1000? Je pense que oui, à moins qu'il y ait un accident d'ici là, ce qui est tout à fait probable. Si on regarde les statistiques, je suis rendu presque à 46, donc une chance sur 2 que... il serait temps de cotiser pour ton cercueil Ninja Turtle. Non, non, faites pas ça. À 4000$ US. Ça doit être j'ai comme l'impression ça doit être tarifé. Faites-vous un party là, à plat. Ah oui, oui, c'est ça, ils chargent le shipping. Ouais, mais j'ai l'impression qu'un cercueil normal, c'est quand même un genre de 2000. Oui, mais c'est ça. C'est comme... ultra cher. Je connais quelqu'un qui est décédé récemment. Elle avait un cercueil, même si elle se faisait incinérer parce qu'elle avait une cérémonie à l'église. Faut qu'il montre. Mais en plus, on la voyait pas. Sauf qu'on est rentré, puis j'étais avec mes nièces, puis j'étais la madame a fait de dos. Mais ouais, ça c'était le bout où tu sais, non, c'était quoi, il y a une joke d'un Simpson, va pas par là, puis t'entends les enfants de la garderie. C'est quoi ça déjà? Je sais pas. Anyway, whatever, ça me faisait penser à ça. Ouais. Mais après, ils l'ont brûlé avec le cercueil, fait que c'est... Ah ouais, fait que tu payes pour, puis après ils brûlent. Non, mais c'est tout le temps ça quand t'es incinéré, je pense. Ils font pas juste incinérer la personne puis mettre ça dans... oui, t'as une boîte de carton, on peut te mettre dedans plein incinéré. Comme dans The Big Lebowski, ils mettent ça dans une canne de café. Là. Sure. Ouais. Fait qu'on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Backrooms. Ouh. Yeah. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit encore une fois, bien sûr, d'un film Backrooms, réalisé et co-scénarisé par Ken Parson, basé sur une série web du même nom. Oui. Dont Antoine va nous résumer. Oui, ben dans le fond, je vais pas, j'ai pas la prétention de connaître tout le lore des Backrooms, mais c'est né en fait d'une image qui avait été publiée sur 4chan, où on voit un corridor de bureaux un peu liminal et spooky. Qui a été identifié depuis. On sait que c'est dans un ancien hobby shop. C'est dans un ancien magasin de meubles, comme dans le film en fait. Qui est devenu un hobby shop, c'est vrai. Peut-être. Puis là, il y a tout un lore qui s'est créé autour de ça sur Internet. Puis il y a le YouTuber Kane Pixels, Kane Parsons, c'est la même personne, qui avait commencé à faire des cours vidéo sur YouTube.
Oui, sur YouTube, mais je voulais dire, c'est fait sur Blender. Fait que c'est toutes des images de synthèse. Puis c'est à lui qu'on a donné le contrat de faire le long métrage des Backrooms. Ce qui est hallucinant pour quelqu'un qui a genre 20 ans, quelque chose comme ça. Il y a 20 ans. C'est fou. Ben oui. Puis c'est ça. Même que quand le film est sorti, il y avait une certaine controverse parce qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient que c'était peut-être pas lui qui avait réalisé le film parce que c'était comme trop bon, genre. Ouais. Mais en même temps, tu sais, tout le monde qui était sur le plateau a dit, ben oui, c'est lui qui l'a fait. Là, puis voilà. Voilà. C'est ça. Donc, c'est une histoire très complexe. Là. En gros, ben, tu as un résumé du film. Oui, ben en fait, je vais juste résumer un peu le concept. C'est ça, c'est comme des passages luminal. Comment tu pourrais dire ça? Liminal en anglais. Ben, c'est comme s'il y a une réalité parallèle dans laquelle on est dans des labyrinthes infinis de pièces. Qui font, tu sais, dans le film, je trouve qu'ils décrivent bien ça. Là, ils disent une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Mais ils disent c'est comme si tu décris un chien à quelqu'un qui a jamais vu un chien, puis tu lui demandes de le dessiner après. Ouais. Ouais, fait que c'est un peu ça, tu sais, t'as les composantes de base d'une pièce, mais la façon dont les choses sont placées est complètement illogique, puis il n'y a aucune fonctionnalité dans le placement de ces pièces-là. Ouais. Puis là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le lore des Backrooms, c'est comme divisé en deux sur Internet. T'as Kane Parsons qui faisait ses courts-métrages et qui a fait le long-métrage. Puis, parallèlement à ça, il y avait une communauté web de gens qui écrivaient des histoires, du creepypasta autour de ces histoires-là. Puis le lore est développé différemment dans les deux cas. Puis dans ce lore-là, il y a littéralement un genre de lore vraiment gigantesque. Oui. Il y a énormément, il y a même des niveaux au Backrooms. C'est ça, il y a comme à peu près 1000 niveaux différents où est-ce qu'il se passe des affaires différentes. C'est beaucoup inspiré du phénomène SCP aussi, là, qui est comme des creepypasta, que c'est comme des documents gouvernementaux qui rapportent des phénomènes paranormaux fictifs. Là. Tu sais, le jeu Control est beaucoup je pense à Control pendant que t'en parlais. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai parlé des Backrooms il y a quelques semaines, je me questionnais par rapport à est-ce que c'est un film qui va plaire au grand public ou que ça plaît juste aux gens qui sont comme trop sur Internet. Puis j'ai eu la conversation avec des adolescents, en fait, par rapport au film Backrooms, puis ils disaient « Ouais, mais non, mais ça, c'est pas le vrai Backrooms. » Parce que le vrai Backrooms, c'est celui qui a 1000 niveaux, puis qui a des monstres, puis qui a toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas de vrai Backrooms. Ben, c'est ça. Après ça, c'est différentes interprétations de ce lore-là, mais ce qui est beau avec tout ça, c'est qu'on part d'une photo. Puis là ça l'a spawné, ça a multiplié. Ça l'a alimenté l'imagination de tellement de gens. Un peu à la manière qu'on vient d'expliquer le Backroom, dans le sens que c'est une copie d'une copie d'une copie d'une copie ou quelque chose qui se répète dans le temps. Puis justement, Ken Parsons, lui, il a dit, le film qu'il a réalisé s'inscrit dans la mythologie qu'il a développée. Puis dans la mythologie qu'il a développée à travers ses clips YouTube, il y a une histoire qui est là, il y a une trame narrative que vous pouvez un peu déduire en l'écoutant, mais tout est fait un peu dans le désordre, puis il faut un peu assembler les éléments. Il y a ce côté-là du lore que je trouve très, très de la culture de l'Internet actuelle. Je trouve ça brillant parce que ça va stimuler l'intérêt d'un public qui est plus jeune, qu'on a plus de misère d'ailleurs à faire venir au cinéma. Puis Backroom et Comme Obsession, c'est deux films qui ont fait énormément bouger les jeunes en salle, ce qui pour moi est un win-win. Win-win pour le cinéma, win-win pour le médium du cinéma, win-win pour les salles, win-win pour les gens qui vont aller découvrir le film. Juste résumer rapidement le film, puis on va pas en parler dans les détails. On vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission. Donc, si vous n'avez pas vu Backroom, pourquoi on en parle là? Backroom, c'est qu'il vient de sortir en VOD, Video on Demand. Vous allez pouvoir l'écouter à la maison. Puis il n'est pas 34,99, quoiqu'il est quand même assez dispendieux quand vous voulez le louer sur Apple TV. On suit Clark. Clark, c'est un architecte déchu. Captain Clark. Exactement, qui a un magasin de meubles très cheap, très 90s, fait que des gens partant, vous savez qu'Antoine et moi, on est stimulés à ce niveau-là, qui a de la misère à faire rejoindre les deux bouts. Il y a 2 employés, son centre ou son magasin est constamment vide. Il fait des pubs quiche qui fonctionne pas. Sa vie, c'est de la merde. Il est divorcé ou il a été jeté en dehors de sa maison parce que c'est comme un genre de loser qui est pas capable d'assumer la trajectoire où sa vie va. Il est constamment en train de faire les mêmes erreurs et de revenir un peu sur les mêmes choses. D'ailleurs, c'est une thématique du film qui est vraiment intéressante. Il est joué par Chiwetel Ejiofor. C'est comme ça qu'on dit son nom? Chiwetel Ejiofor. Vous avez moi les noms, là. Mais très bon acteur britannique là, qu'on a vu dans 12 Years a Slave, dans Children of Men, dans Serenity, un acteur que j'aime beaucoup. Qui est excellent dans ce film-là, que j'ai bien aimé. Donc, il se confie à sa psychologue, qui est jouée par...
Renata Reinsve. Oui, qui joue Mary. Ah, elle, je l'aime beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup, oui, je sais. Qui, elle aussi, a un passé tragique, qui est un peu dans sa propre loupe. Là, elle a 2 vies. Elle a sa vie de psychologue à succès, qui a une série de cassettes pour essayer d'aider les gens. Elle a fait du cabinet, mais aussi en parallèle, elle semble avoir une existence qui est très monotone et qui la pèse un peu. Bon. Puis bon, d'autres personnages, dont Phil, qui est le scientifique qui travaille pour une compagnie, qui est joué par Mark Duplass, que j'aime beaucoup. Ouais. Et les 2 employés de Clark, on a Bobby et Kat, joués par Finn Bennett et Lukita Maxwell. Je suis pas sûr Bobby est employé. Je pense que c'est juste le chum de la fille. Ouais, je pense que c'est le gars qui a une caméra. Genre. Oui, c'est ça, il y a une caméra. Je pensais que j'avais... Parce qu'il dit ses employés, à un moment donné, à sa psychologue, il mentionne au pluriel. Fait que j'ai cru comprendre que c'était les 2 employés. Ouais, ou en tout cas... Peut-être qu'il travaille là, mais qu'il a aussi accès à une caméra. Mais c'est le même qui va les chercher, genre, tout ça encore. Ouais, c'est ça. T'as-tu ta caméra, j'ai besoin de documenter quelque chose. C'est comme le gars qui avait un burner de CD dans les années 2000. Hey, ça, c'était moi. C'était toi, ça? Oh oui. You lucky bastard. J'avais riche. Ben, puis je chargeais 2 piastres. Non, mais c'était le monde, il me faisait des playlists, puis je les gravais sur des CD. Je chargeais 2 piastres. Ce qui était le fun aussi, c'est que tu pouvais graver des CD de Dreamcast, puis cette console-là avait du futur. Man. Ah oui, ça allait sur Internet. Oui, c'est tout Crazy Taxi. La petite carte mémoire, il y avait des petites animations. C'est débile. Ouais. Fait que donc Clark, qui n'habite plus chez lui, qui essaie encore une fois de juste exister, vit dans son commerce, puis il y a des problèmes électriques, ça arrête pas de s'allumer, s'éteindre n'importe comment. Puis une nuit, alors qu'il est en tabarnak, puis que sa TV vient de péter, ou il est plus capable de faire fonctionner, il va dans le sous-sol, joue après la boîte électrique, puis il y a comme une lueur entre sur le mur, il y a comme quelque chose qui attire son attention, et en s'appuyant de cette lueur-là, il passe dans les backrooms. Vous voyez comme un monde entre les mondes. C'est comme ça que je le vois, là, comme un corridor de réalité. Puis il devient obsédé par rapport à ce lieu-là. Il commence à explorer tranquillement, qui semble être peuplé de créatures qu'on voit pas, mais qu'on entend, en tout cas qu'on voit. Il interagit avec des objets. Puis il décide d'explorer ça éventuellement avec ses employés, puis ça vire pas très bien. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Le film n'a pas d'autres choses vraiment à dire là, pour résumer sans spoiler. Non, mais c'est ça. Puis sinon, c'est juste que vraiment, c'est la symbolique, mettons, des backrooms qui est intéressante aussi, mais on en parlera. C'est ça. Fait que là, considérez-vous avertis, on va en parler en détail. Mais avant toute chose, je vais vous demander votre appréciation, puis après, on va vraiment jaser. On va commencer avec toi, Laurent, parce que je connais ton appréciation à toi, Antoine, mais allons-y donc, Laurent. J'ai vraiment de la misère à articuler ma pensée. Ah ouais. À travers. Et pourtant, t'es tellement... Je sais, mais éloquent. C'est que ma réaction initiale, c'est « Ah, c'est juste ça? » Ouais, j'ai un peu cette feeling, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, c'est parce que, je veux dire, on me l'a beaucoup hypé là, dans les derniers mois. Là. Je suis comme « Ah, c'est juste ça. » Puis je trouve que c'est à la fois un peu trop obsédé avec son propre lore, puis en même temps, trop lent, puis pas assez... ça pèse pas assez sur ce lore-là. T'aurais voulu en avoir plus, mettons. Ouais. C'est comme, j'ai l'impression quand même, tu sais, que je pensais que c'était une adaptation peut-être de cet univers-là. Mais ça s'incruste dans le reste. Ben, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il me manque des bouts, dont le bout où je suis supposé trouver ça épeurant, mettons. Ouais. Il y a des affaires, il y a des scènes que j'étais comme, OK, ça... En général, c'est quand il y a des mannequins ou des pantins. Oui, moi, mettons, ça, ouais. Le petit gars avec la lampe, là. Moi, c'est la pièce du sapin de Noël. Oui. Celle-là a marché, mettons. Mais bref, tu sais, je suis comme pas full vendu, mais en même temps, je suis comme... Je le vois que ça peut être riche puis que ça peut être développé sur plusieurs films. Ça peut devenir intéressant. C'est déjà prévu, là. Ça va être une belle franchise. C'est sûr que oui, mais c'est ça. Fait que je suis quand même curieux de voir où ça s'en va. Okay. Puis j'apprécie effectivement que ça soit du nouveau lore à explorer, mettons. Parfait. Donc, déçu, c'est en quelque sorte, mais... T'as-tu trouvé ça ennuyant? Non, mais j'aurais pu... J'aurais resserré des affaires. OK. Je suis comme... Est-ce qu'on pourrait dire même que tu aurais souhaité que ça aille un petit peu plus loin? Je pense que oui. OK. Parfait. Un petit peu plus loin, puis un petit peu plus vite.
Tu sais, des fois, je suis comme, on passe le film est beaucoup court, hein. Le film est très court. Non, il est genre 1h50. Mais dans ma tête, il dure genre 1h30. Mais tu sais, il y a beaucoup... Je l'ai écouté 2 fois, puis il passe super vite. Ces plans d'exploration de pièces vides pourraient se passer plus vite. Oui, je suis d'accord. C'est ça que je veux. Je suis entièrement d'accord. C'est pas... Il y a des limites à ce que genre, même si tu mets de la musique vraiment intense, je peux trouver des meubles creepy. Ken Parsons est aussi le co-compositeur de ces musiques-là en passant. Ce gars-là, il a tous les talents. Et toi, là, Antoine, comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai pas... Tu sais, c'est pas un film parfait, là, mais j'ai trouvé ça très bon. Tu sais, je pense que justement ça ouvre vers un potentiel qui est très intéressant. Justement le fait que les backrooms soient comme un peu ça représente la psyché des personnages, ben là ça donne un potentiel infini à cet univers-là. Pour ce qui est du lore, faut dire que les vidéos sur YouTube de Kane Pixels, c'est des found footage. Fait que tout ce que tu as accès, c'est comme un peu la scène du début du film. Là. C'est comme des POV. Quoique le POV revient souvent dans le film. Puis ça, c'est peut-être un affaire qui m'a fait décrocher aussi. Moi, j'ai apprécié. Fan de found footage déjà à la base. C'est vrai que tu dis souvent que depuis que le film Doom se l'a approprié, toi, il n'y a rien qui atteint ce niveau-là. Toutes les jours. Je t'arrête pas de nous casser les oreilles. Mais moi je trouvais que c'était parmi les moments qui fonctionnaient le mieux aussi. Mais c'est vrai que tu sais l'idée des liminal space dans le fond c'est des espaces transitoires que là on s'arrête puis qu'on les regarde, mais c'est pas des lieux qui sont faits pour être habités. Fait quand c'est le lobby d'un appartement, c'est ça, un centre d'achat vide, un corridor, l'école quand c'est fermé durant Noël. Exact. Fait que tu sais je trouve ça, tu sais, pas épeurant, mais je trouve ça unsettling, genre, malaisant un peu. Mais je suis d'accord avec toi, Laurent. La première partie, tu sais, dans un contexte de jeu vidéo, si c'était moi qui étais en contrôle, j'aurais pas exploré de la même façon que le personnage, puis ça me gossait. Parce que je serais allé plus vite. Moi aussi, j'aurais pas fait tu sais, un mur, tu sais, un meuble. Moi, j'aurais crissé mon cœur. C'est drôle parce que j'y pensais. Tout le long du film, j'ai pensé que si j'étais dans un jeu vidéo, j'aurais vraiment plus la chienne. Comme là, on dirait aussi que ça vient avec une expérience. Ce jeu existe d'ailleurs, ça s'appelle Escape the Backrooms. Il y en a plusieurs jeux, mais le meilleur, entre guillemets, allons-y sur l'appréciation, puis on va plus ok, excuse. Non, fait que, tu sais, oui, j'aimais ça. Tu sais, ma première appréciation, je l'ai vu 2 fois, une fois au cinéma, puis une fois, je l'ai revu il y a 2 jours. Puis la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'était comme un 7 sur 10, mettons. J'étais comme, c'est bien, je trouve ça original, puis je trouve ça rafraîchissant, mais tu sais, c'est pas tout à fait super bien rodé. Puis là, je l'ai réécouté, puis ça a augmenté un petit peu. C'est peut-être plus comme un 8 sur 10 maintenant, parce que j'apprécie vraiment l'esthétique très 90. Tu sais, ça se passe dans les années 90. Le monde, il zappe à la TV, il tombe sur des postes d'annonces classées, puis genre, l'esthétique des annonces, de la musique, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Puis c'est ça, je trouvais que les acteurs étaient incroyables. J'avais dit, j'aime beaucoup l'actrice principale, une actrice norvégienne qui a joué dans plein de films que j'aime beaucoup, dont Valeurs sentimentales qui est sorti l'an dernier. Fait que tout ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Voilà. Parfait. Moi, j'ai eu beaucoup de fun, mais comme un peu Laurent, je suis resté légèrement sur ma faim, pas assez pour détester mon expérience, au contraire. L'esthétisme, la façon que les décors sont créés. Tu sais, comme au pire, allez, si vous aimez pas l'histoire, je trouve qu'il y a un trip esthétique là-dedans pour n'importe qui tripe sur la production de sets ou qui veut développer un univers. Les gens, ils ont développé ça dans un centre d'achat. Ils ont construit c'est tout construit. C'est construit, c'est vrai. Et il y a des gens qui se sont perdus. Ben oui, mais c'est le labyrinthe. En plus, là, moi, on le voit, le gars, il a fait un plan, tu sais. Je suis comme, jamais tu t'es pris une craie, genre, ou quelque chose pour te laisser des indices. Mais c'est ça qui est comment génial. Tu te retrouves? C'est un architecte. Il y a la conscience de l'espace, puis comment il peut se déplacer dedans. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il est obsédé en partie par cet espace-là. Puis ce film-là, s'il n'y avait pas un pied dans le psychologique, l'idée des loops, les loops mentales dans lesquels on est tous, je pense pas que j'aurais autant embarqué. Je trouve que le film a la bonne balance de l'esthétisme, le concept, puis aussi l'histoire et l'acting. C'est pas un film qui m'a jeté à terre. Probablement, je pense que ça c'est personnel, parce que j'en ai tellement écouté avant de rentrer dans l'expérience du film comme tel, que je m'attendais à aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait offert sur Internet, puis on me l'a pas vraiment donné. Fait que j'étais un petit peu déçu. Mais ça parle de mon expérience en tant qu'audience, ça parle pas de la qualité du film comme tel. Puis je l'ai écouté 2 fois à date,
puis je l'ai plus apprécié la deuxième fois. Tu l'as écouté 2 fois dans la même semaine? Je l'ai écouté la semaine passée, puis je l'ai écouté cette semaine. OK. Ouais. Puis je l'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. Ouais. Puis il y a des détails qui ont émergé ici et là, j'ai commencé à faire des liens. Puis clairement, si tu rentres dans le lore, ça fait partie de l'expérience. Je pense que je vais encore plus trouver mon compte. Mais j'ai eu du fun. Mais c'est vrai que le film, pour moi, il est comme pas en 3 actes, mais en 2 actes. Il y a la première partie que la montée, puis après, t'arrives dans la dernière partie. Je sais pas comment... Quand c'est du point de vue du gars, puis après du point de vue de la fille. Genre? En fait, ouais, c'est ça. C'est que pour moi, toute la première partie est vraiment la partie avec Clark, jusqu'à temps qu'il va dans les backrooms avec ses employés. Puis à partir de ce moment-là, il y a comme pas une partie du milieu. Elle s'est déjà passée. C'est juste la façon que tu le vis en tant qu'audience. Il manque un morceau. Il manque un morceau. Fait que t'as 2 parties. T'as tac, tac. Ouais. Puis ça se passe. C'est ça qui me donne en fait l'impression que le film est très rapide. Mais puis il y a comme, mettons, une 3e partie avec genre la compagnie. Mais pour moi, c'est presque une épilogue. C'est tellement court. Fait que c'est comme ça, je le vis. Mais tu sais, moi, encore une fois, c'est super subjectif. Là, mais, fait que c'est mon appréciation. C'est pas mal ça. Ouais. Fait que sinon, ça, les thèmes. C'est intéressant. C'est que dans le fond, les backrooms sont une espèce d'environnement qui s'auto-génère de façon organique, puis prend la forme de la personne qui l'explore, on dirait. Moi, je le vois comme si les backrooms étaient influencés par qu'est-ce qui est à proximité. Ouais. Puis dans ce cas-ci, la proximité, c'est le magasin de Clark. En tout cas, il y a des items qui vont imiter. Le backroom comme tel. Tu sais, le magasin de Clark ne ressemble pas au backroom. Non. Mais il y a des éléments comme des meubles, des choses comme ça qui se retrouvent dans le backroom. Parce que sinon, quand Renate, elle y va, elle serait pas nécessairement dans le même backroom. Non. Mais il y a un indice par rapport à ça. Oui. Quand il y a un employé qui voit à travers un mur de sa perspective, elle a dit « Hey, t'es derrière une vitre », puis lui, elle voit pas. Fait que pour moi, les backrooms, d'après moi, s'affichent de façon différente pour les personnes qui l'habitent. Ah, moi, je voyais plus ça comme le fait que c'était une architecture non euclidienne, qui n'avait pas de logique. Mais le fait qu'il n'y a pas de réponse par rapport à ça, c'est ce que j'aime. Pour moi, ce backroom-là est aussi logique que l'Overlook. Le temps, l'espace et l'esprit dans cet espace-là ne fait pas de sens. Et quand je dis espace, peut-être que c'est même pas un espace, c'est juste qu'un lieu habité qui existe, mais pour les humains, il se représente comme ça. Ouais. Mais pour une autre créature, ça se représenterait d'une autre manière. Mais ça, c'est comme poussé loin. Mais il y a un shot aussi où tu vois la maison d'enfance de la psy. Ouais. Puis là, ça descend d'un étage. Puis là, ça descend de plusieurs étages. Puis à chaque fois, ça devient comme de plus en plus une impression dégradée de ça. Puis là, ça finit dans la pièce jaune qu'on connaît des backrooms. Ouais. Fait que il y a cette idée-là que c'est juste comme... les choses apparaissent là-dedans, pas comme elles le sont, mais comme on se souvient d'elles. Oui, ou comme... où elles s'abreuvent à ce qu'on est, ce qu'on a dans notre tête pour pouvoir s'afficher. Puis ce souvenir-là, comme les souvenirs... D'ailleurs, il parle des souvenirs dans la vie. On se souvient jamais de vraiment un souvenir. On fait juste se remémorer ce qu'on a encaissé. Ben, c'est un peu dégradé. Fait que ou désagrégé, plutôt. Pardon. Fait que c'est peut-être ça, en fait, la logique du Backrooms. Mais moi, j'ai vu aussi, c'est vrai que il appuie là-dessus, mais je trouve qu'il y a une esthétique très AI slop. Mais c'est concret, c'est du réel. Oui, je sais, mais tu sais, juste, mettons, il y a comme des poteaux des stop signs. Là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Qui sont comme, pas écrits stop, qui sont écrits genre pots ou quelque chose. Tu sais, comme, c'est vraiment de quoi que... Ils sont écrits à l'envers, en fait. Que genre, l'AI ferait, mettons, genre comme, on va mettre, d'habitude, il y a de quoi d'écrit là, mais c'est un peu random, tu sais, puis comme... Puis tu sais, l'espèce de gars qu'on voit aussi là, qui se fait manger, mais qui a comme une face un peu... Trois yeux. Trois faces. C'est vraiment comme des erreurs. Comme le monde qui avait 6 doigts là, en AI. C'est ça, c'est comme... On dirait que c'est comme... C'est ça, c'est comme une mâche, comme... Mais on disait quoi? On dit quoi de ces machines? On dit qu'ils hallucinent. Pour moi, c'est un peu ça. Qu'importe la force qui est derrière le backroom, il est en train d'halluciner ou de fabuler ou pas être capable de concilier vraiment l'information pour pouvoir... générer quelque chose qui est fidèle. Mais pourquoi, par exemple, moi, ce qui m'intrigue de tout ça, c'est que les souvenirs, puis les gens, puis les choses alentour, il y a des choses qui se passent dehors. Oui. Pourquoi il n'y a pas de dehors dans le backrooms? Pourquoi? Puis là, c'est peut-être expliqué dans le lore. Ou je pense que c'est une affaire qui sera jamais vraiment expliquée. Mais je suis comme... Attends, peut-être qu'il y aurait comme un dehors. Ben, à un moment donné, elle sort dans un quartier. Qui est tout en dedans, tout est comme en dedans parce que c'est
c'est le sentiment. C'est qu'il y a quand même un d'emprisonnement contenant qui ne puis changer, mettons. Ouais. Je pense que qu'importe la forme que ça prend, ça sera toujours un espace qui est clos. Parce que, en tout cas, juste d'un point de vue efficacité, moi, ce qui me traumatise là-dedans, c'est d'être pris. Ouais. Moi, j'ai des rêves récurrents. J'en fais beaucoup depuis que je suis ici, ça me gosse. Là. Ah ouais. Tu sais, je faisais le rêve que je me réveillais puis j'étais la dernière personne sur Terre. Là. Ah. Ça s'est revenu puis je suis dans mon... C'est-tu un rêve le fun? Non, ou un c'est pas le cauchemar? fun, man. Je capote bien raide. T'es comme bord Puis des je me sens comme pris dans cet espace. C'est vraiment spécial, là. C'est dans mes trucs de sommeil. Là. Puis quand j'ai écouté The Backroom, puis toute l'esthétique qui est utilisée, ça me ramène un peu dans cet état-là. Ouais, c'est comme un peu pas hypochondriaque, excuse-moi, claustrophobique. Oui. Mm-hmm. Ouais, c'est drôle parce que j'ai regardé la deuxième fois que j'ai regardé, c'était avec ma copine, puis elle était comme hey, j'espère, tu sais, t'allais se coucher après, puis elle était comme j'espère je vais rêver à ça. C'est parce que c'est comme c'est un univers très très onirique là, ouais. Très, ouais. Puis pour certaines personnes, rassurant en fait. C'est ça, les éléments space sont pas nécessairement épeurants. Ben c'est ça le thème du film, c'est que dans le fond, on est pris dans des espèces de loops psychologiques où on tombe dans des patterns qu'on répète. Puis le but, mettons, de la psychanalyse ou de la thérapie, c'est de sortir de ces patterns-là. Ouais. Puis à la fin du film, le gars, il est comme non, moi je suis bien là-dedans. Ouais. Je veux rester. Il est même là. rassuré quand sa psy lui dit t'es pas obligé de changer. T'es pas obligé. Moi, non, mais elle peut s'en tirer. Oui, c'est clair. Elle est juste comme then don't fucking change. Genre, tu sais, on s'en fout. Moi, je veux juste m'en aller. Mais c'est ça, mais à la fin, moi, j'ai pas compris quand elle se retrouve comme un espèce de personnage. En fait, c'est parce que elle a été dans les backrooms. Et donc, parce qu'elle a été dans les backrooms, il y a son écho, qu'importe, son impression qui est répétée par l'espace. Ok, même. Mais elle est sortie. D'après moi, oui. Okay. En fait, je l'ai compris plus la deuxième fois. Ce personnage-là, on voit beaucoup son passé avec sa mère qui avait des enjeux psychologiques. Mm-hmm. Et quand on retrouve sa mère pour une des dernières fois, elle est en état catatonique sur une chaise roulante, dans un espace qui rappelle les backrooms, mais qui n'est pas les backrooms. Puis elle a une position avec ses mains, là, je sais pas comment le dire à l'audio, là, mais elle a les mains du côté de son corps, puis elle bouge pas, puis elle fixe le vide. C'est exactement la position dans laquelle le double, qui est pas un double, de sa fille, on la retrouve à la fin. Mm. C'est juste une imagerie creepy, mais c'est un écho qui rappelle un peu ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. C'est pas elle dans les backrooms à la fin. Ça, c'est là où le lore, je pense, de la série YouTube aide. C'est que probablement qu'il y a deux choses qui vont arriver à ce personnage-là. Soit être exécuté par la compagnie. Par la compagnie. Ou... La compagnie on doit le dire, là, c'est une compagnie de machines IRM. IRM, ouais, c'est ça. Qui ont découvert les backrooms. Qui est expliqué dans le lore des... Ouais, mais il l'explique quand même. Mais d'après moi, c'est ça. C'est soit elle est éliminée par la compagnie, ou soit elle est emprisonnée par la compagnie. Il y a un des deux. Mais je pense pas que c'est elle qui se retrouve remise dans les backrooms à la fin. Okay. C'est pas littéralement elle qui est comme... Parce que la preuve, c'est que Clark a lui-même son double qui est comme un monstre, mais c'est pas lui même comme... Je l'aime beaucoup, le gros pirate. Oui, c'est... quand même nice. Ouais, il est nice. Quand même, il marche, ce bonhomme-là. Ouais, il était peurant au bout. Mais il était peurant, mais en même temps, il est un peu cartoon, papier mâché. Ouais. C'est ça que j'aime. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il est comme un peu drôle, mais tu le vois un peu que c'est une force qui va pas s'arrêter, genre. Ouais. Comme dans... Il y a de quoi de It Follows dans lui. Il va pas vite, là, il est pas en train de te courir après, mais il s'en vient. Mais j'ai trouvé ça drôle. Arrête-toi pas. Parce que quand, dans la première partie du film, il filme une pub pour son magasin, puis là, sa fausse jambe en bois, elle casse, puis là, quand c'est son monstre de lui, la jambe, elle casse aussi. Ouais, exact. Il y a Echo, je pense. L'écho est juste pas fidèle, qu'importe l'écho. Même qu'importe la nature de l'écho, il y en a un, mais il y a quelque chose qui est déformé là-dedans. Puis la deuxième fois que je l'ai vu aussi, j'ai vraiment stické sur... tu sais, t'as souvent une narration de la psy, parce qu'elle fait des cassettes audio, des cassettes vidéo, puis elle a tout le temps son même speech, puis tout ce qu'elle dit, ça fit avec ce qui se passe dans les backrooms. Elle dit, tu sais, you have to open the window within, parce que, tu sais, sinon, ta conscience, c'est juste des pièces infinies qui s'étendent et qui s'étendent. C'est comme, ok, c'est bon. Il y a quelque chose qui s'apparente presque à... l'idée de l'enfer dans les bacs. Pour moi, c'est comme la pire des situations, se retrouver comme prisonnier de cet espace-là qui a potentiellement pas de temporalité. C'est pas clair si les gens vieillissent dans cet espace-là ou ils peuvent exister dans ce... Puis d'être pris à jamais là-dedans, juste cette idée-là me terrifie.
Ouais, on sait pas s'ils vieillissent, mais ils passent du temps puisqu'il y a un personnage qui va en chercher un autre parce qu'elle a pas de nouvelles. C'est exact. Puis lui, on sait comment il a survécu, il a mangé les doubles. Oui. Ouais. Dégueulasse. Ouais, ça a l'air de... Coûte moins comme cher manger du styrofoam. Oui, ça a l'air de ça. Mais ça a l'air de la rembourrure de sofa. De sofa, justement. Ouais. C'est comme... moi, j'ai full aimé ça. Je vais le réécouter. Il y a New Rockstar qui fait des analyses intenses. Une chaîne YouTube. Ils sont très geeks, vraiment intenses. Puis je les aime bien. Avec une approche un peu trop dynamique à mon goût. Là, mais c'est le genre de lore que j'aime. Puis que je vais comme probablement me plonger là-dedans. Juste parce que maintenant, j'ai vu le film. Puis je vais essayer de voir dans leur analyse ce qui fait du sens pour moi. Puis on a beaucoup passé du temps, je pense, sur la mécanique des backrooms. Puis sur le lore, tout ça. Mais en soi, comme tel, j'y pensais. Puis j'essaie de me retirer de mon expérience pendant que je l'écoutais. Surtout la deuxième fois. Est-ce que c'est un film, admettons, qui passerait à Fantasia, puis ça peut être apprécié de l'audience, puis la réponse, c'est 100%. Ouais. 100% les gens pourraient... C'est le genre de film que la sortie aurait été en octobre prochain ou en septembre, aurait pu facilement passer à Fantasia cette année et être apprécié de l'audience de Fantasia. Je pense que c'est un film qui a toutes les qualités, puis le praise que le réalisateur a en ce moment. C'est un très bon film, c'est un très premier bon film. Puis un potentiel de franchise très intéressant parce que si ça peut être infini. Oui, c'est ça. Chaque personne a comme ses versions des backrooms différentes, c'est vraiment nice. J'en prendrais pas l'intermédiaire. Tu sais, genre pour moi, une trilogie serait assez. Là. Ah, ben non, c'est sûr, à un moment donné, ce serait le fun de voir. Je te dis pas que c'est ça que je désire. Je te dis qu'il y a le potentiel. D'infini. Comme les backrooms. Ouais. Fait que c'est ça. Quelque chose à rajouter, vous autres? On le conseille? Ouais. Oui, pour vrai, je pense pas. Je pense pas que c'est sorti fâché de l'expérience. Non, c'est ça. Moi non plus, tu sais, je suis comme. On dirait que j'avais plus d'attente que ça soit plus wow que ça. Mais c'est néanmoins intéressant, tu sais. Okay. Tu sais, ça brille par son originalité. Puis, tu sais, c'est peut-être un petit peu endormant au début, là, quand il explore. Puis tout ça, moi, pour vrai, au cinéma, puis quand je l'ai réécouté chez nous, j'étais comme... moi, j'avais de l'anxiété tout le long. Ah ouais? J'étais comme... Mais tu vois, comme on disait tantôt, cette expérience-là, dans un jeu vidéo, c'est super stressant pour moi. Ou c'est genre, tu sais, c'est comme frustrant. J'ai joué à des jeux de même. Là, mais c'est ça, je disais, j'avais l'impression que... Tu sais, comme là, du fait de... J'ai vu des films dans ma vie, je sais un peu ça va être quoi la structure, il va explorer un peu, là, il va avoir un genre de jump scare, puis de quoi va se passer, tu sais. Mais comme on dirait que si je l'avais joué, je sais pas, il va être où le jump scare, puis mais c'est drôle. J'aurais été plus stressé, tu sais. Ken Parson est lui-même un enfant des jeux vidéo, là. Son influence, il en a parlé, il a déjà mentionné Portal, entre autres choses, qui a influencé les Backrooms, sa série. Half-Life est là-dedans aussi. Ouais. Il y a énormément de nostalgie pour une époque qu'il n'a pas connue non plus. Si le gars il a 20 ans, il est en 2006, il est né. Fait que, je veux dire, on s'entend que les années 90, il était pas... Il wasn't around. Mais c'est la meilleure forme de nostalgie si tu l'as pas connu. Tu sais, comme moi, je suis né en 89, mais quand il y avait toute la vague de nostalgie des années 80, j'étais genre, c'est fucking cool les années 80. Mais je les ai pas connus. Mais pour avoir connu les années 90, je trouve que c'était pas juste une pastiche des années 90. Je trouve qu'il maîtrisait l'esthétisme puis l'espèce d'ambiance des années 90. Je sentais pas que c'était une copie d'une copie des années 90 exploitée par un gars de 20 ans qui les a pas connus. Non, mais toi, ce que tu te souviens des années 90, c'est filtré par la nostalgie aussi. C'est sûr. Parce que les années 90, c'est il y a bientôt 40 ans. Ah oui, c'est vrai. Hein? 40 ans. Hey, ça suffit. OK. Bon, je pense qu'on le conseille. Allez faire un petit tour, justement, si dans vous les intéresse. backrooms. Dans les backrooms, si ça vous intéresse. Merci Antoine, merci Laurent, merci à la maison. Allez faire un tour sur le Patreon des Mystérieux Étonnants avec du contenu qui s'en vient, c'est promis. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui donnent parce que l'entièreté de ce qui est accumulé du côté du Patreon est réinvesti dans le projet. L'ensemble? D'ailleurs, une bonne partie en fait du mois dernier va être investie dans les trucs que je dois acheter pour adapter la pièce maintenant dans laquelle on est, ce qui est mon nouveau salon, parce que je n'ai pas de pièce dédiée comme dans le temps dans l'ancien appart qui avait ces autres problèmes. D'ailleurs, je veux remercier une couple de personnes, il y a des auditeurs qui m'ont aidé par rapport à mon déménagement. Il y a aussi Jason, notre tech, qui nous aide des fois, qui a récupéré la table des Mystérieux Étonnants qui avait été créée sur mesure pour nous quand on avait un studio. Puis tant qu'elle l'a donné ou l'a acheté, ben lui, il l'a récupéré. Puis je trouve ça vraiment cool que ça revienne à quelqu'un qui connaisse les Mystérieux. Ça reste dans la famille. Puis il m'a dit aussi, si éventuellement tu as un nouvel espace, je vais t'en redonner. Puis
C'est malade. En parlant de se sentir vieux, il est venu à chercher son fils de 20 ans qui avait la force pour lever cette porte-là. Il a le même âge que le réalisateur. Oui, exactement. Il est où ton film, toi? C'est sûrement le même. C'est probablement, mais les deux sont... Jason, c'est un bolé. Hein. Il maîtrise bien les affaires, puis son fils aussi, je voyais que les deux vibraient pas mal à la même fréquence. Fait que je trouve ça cool que cette table-là va être récupérée par des gens qui connaissent les Mystérieux Étonnants. Donc l'idée avec le Patreon, c'est de réadapter la salle ici avec du matériel, puis ben sachez que c'est ça. Quand vous donnez au Patreon, c'est réinvesti à ce niveau-là. On se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye! Bye! Yeah, 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 yeah.